Bonjour à tous, le chat est là, les Switch sont chargés. Dans ce gaijinage du mois de mars, on va parler évidemment de Monster Hunter Rise générique. On est heureux de se retrouver en plateau pour l'émission consacrée 100% à l'actualité du jeu vidéo japonais. Alors des fois on dérive un peu, faut être assez lucide. On part parfois sur d'autres sujets, mais néanmoins, c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis tous autour de cette table et je suis ravi de pouvoir à nouveau compter sur mes compères, mes complices, à commencer par Greg. Eh oui, c'est important de respecter la tradition. Même avec le masque. Même avec le masque. Ça marche moins bien avec le masque, je trouve, mais bon, écoute, c'est... Chaud ? C'est chaud patate. Ouais. Non, demi-chaud. Demi-chaud ? Demi-chaud, ouais. Je sais pas, là, j'ai un petit coup de mou. Ah, c'est peut-être parce qu'il est midi, alors. Non, juste. Rassure-toi, on n'est pas parti pour 3 heures, hein, là, on est lancé. C'est une émission courte. Fulgurante. Chaque fois qu'on dit ça, on fait 4 heures, mais c'est... Et il y a évidemment mon compère chasseur avec qui on a fait déjà pas mal de chasse. Certes distancié. Brofist, voilà, les tests PCR sont à jour de toute façon, il n'y a pas de souci. On s'est nettoyé les mains, bref. Chaud aussi ? Moi je suis chaud. Ouais. Je suis chaud. Moi, nous on a chassé, toi et moi. C'est vrai. Et honnêtement, j'adore les mois où on chasse ensemble. On a battu la campagne et c'est vrai qu'on en profite. Généralement, voilà, c'est quoi ? Tous les 3-4 ans, on se retrouve pour les nouveaux Monster Hunter. On fait pas les extensions souvent. Les extensions, elles imposent d'avoir gardé le jeu sur ton disque dur. Vous avez pas fait Iceborne ? Non. Moi, j'ai juste fait le tout début d'Iceborne. Voilà. Ouais. Mais j'aurais bien voulu plus, mais moi, il me faut mon compagnon. C'est ça. Bon, on va pas parler que de Monster Hunter ce mois-ci. Il y a évidemment toute l'actualité du jeu vidéo japonais à décrypter. On va lancer ça directement avec le point news. Attention, jingle Sonic. Si tu dis le nom, c'est pour donner un signal à Julien qui est en régie. Oui, parce que on va le dire aussi. Là, en ce moment, on alterne entre les différents tournages, entre les différents confinements. Du coup, il y a des choses qui sont débranchées, donc il faut rebrancher tous les câbles et tous les génériques. Donc voilà, on vous donne un petit peu les secrets des coulisses de Gaijin Dash. On va commencer avec une info qui concerne le Japon, mais pas seulement, qui concerne aussi la France. Oui. C'est Goldorak. Ah là là. Goldorak va revenir sur console et PC à l'initiative de Microids, qui l'aurait cru. Et donc un jeu UFO Robot Grandizer va arriver. Et alors ce qui est assez marrant, c'est que l'annonce a d'abord eu lieu au Japon. C'est-à-dire qu'il y a eu un communiqué sur 4Gamer qui a dit attention, Goldorak arrive. 30 minutes près. Et ils ont, c'est sûr, oui, mais quand même, ils ont balancé l'info avant. Et il y avait le petit paragraphe pour préciser que, Grandizer, chez nous, ce n'est qu'un robot parmi d'autres, mais là-bas, en France, et même en Europe, d'une manière générale, c'est un gros truc. Tout à fait. Et pas que en Europe, au Maghreb aussi. Tout à fait. Et donc, voilà, on va voir. Pas Grandizer. Non, mais c'est vrai. Toute la côte méditerranéenne, toute la côte méditerranéenne, du Maroc jusqu'au Liban. Goldorak a été diffusé en arabe littéraire. Et que tous les pays l'ont eu, en fait. Avec le titre original. Grandizer. Ce qui me permettait, je me souviens d'un enfant de la télé avec Arthur, et il y avait Khaled qui dit ouais, moi je regardais Goldorak à la télé, et là il dit ah ouais, comment il s'appelait ? Et il dit Grandizer, et en plus il le prononce bien. Et là, toute la table se moque de lui, genre c'est bon. Et alors que merde, c'était lui qui avait raison. Oui. Ouais. Si, mais le générique est chanté en arabe sur la même mélodie qu'on a eu à Cours vers nous, Prince de l'espace. Ouais, et on sait toujours pas de quoi il retourne au niveau du jeu. Est-ce que ce sera, je sais pas, un shoot 'em up, un RPG. Grandizer, on l'a vu dans les Robot Tyson, à foison. À foison, pas vraiment. En fait. C'est-à-dire, il revient. On le voit de temps en temps. Il revient par vague. Tous les 10 ans, tu sais qu'il y a Grandizer qui va revenir. Robot Tyson MX, je crois qu'il était dans MX, dans 4, dans 64. Ouais. En fait, ça dépend. Voilà. Il revient plus depuis qu'il y a eu la nouvelle série de Mazinger, Shin Mazinger. Parce que du coup, ça permet d'enchaîner sur Mazing Kaiser, alors que si Goldorak est là au milieu de la trilogie Mazinger, ça les empêche d'aller sur Mazing Kaiser. En général, t'as soit l'un, soit l'autre, mais t'as pas les deux. Est-ce que tu te rends compte que tu as ouvert la boîte de Pandore parce que tu nous fais parler de Goldorak dans Gaijin Dash je sais, là, pour 10 ans. On pourrait en faire... déjà, on a hâte que le jeu sorte, comme ça, on pourra de savoir ce que c'est. Ouais, mais honnêtement, je me souviens du moment où j'ai découvert dans Robot Tyson 4, donc à l'époque sur Super Famicom, que tout d'un coup, il y a le Phosphora parce qu'il arrive avant Grandizer, il y a le Phosphora qui arrive, donc le Drill Spacer, comme on dit en VO, et il arrive par la montagne, il sort comme ça, et je fais et pour moi c'est genre un des
plus beaux émerveillements de ma vie, genre juste ça, c'était extra. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que Goldorak représente tellement pour nous que ça pourrait être un jeu mobile tout pourri, on sera là pour y jouer quand même, quoi. C'est pour ça qu'ils font l'annonce simultanée en France et tout. Ça a vraiment une importance pour nous. Vraiment, c'est un objet culturel pour toute notre époque, quoi. Ce sera un rendez-vous, on espère ne pas attendre trop longtemps pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Comme ça, on sera fixé assez vite. Il vaut mieux attendre enfin, ça dépend après de la teneur du jeu, mais il vaut mieux attendre longtemps et avoir un beau jeu plutôt que d'avoir un jeu qui sort 3 mois après l'annonce des droits et puis au final tu te retrouves avec un gacha à la con. Ouais. Et faut dire plusieurs choses. Il y a déjà eu des jeux Grenadier, enfin pas spécifiquement Grenadier. Grenadier a fait d'autres apparitions que par exemple, il apparaissait dans les jeux de dodgeball, il faisait vraiment des clins d'œil. Et il y a eu un jeu Mazinger Z où qui est un shoot 'em up, un très bon shoot vertical, très bon, il est pas mal. Où on avait le choix entre Mazinger Z, Great Mazinger ou Grenadier. Et la première fois que je l'ai fait en arcade, c'était pareil, c'était parce qu'on nous avait pas prévenu. À l'époque, la presse parlait pas trop de ça, et tout d'un coup, on voit un Grenadier en borne, c'était l'émerveillement. Enfin, c'est vraiment et tout, c'était incroyable. Et mais il y a, moi je me méfie, je sais pas que je me méfie, je suis sûr qu'il y a plein de gens ultra passionnés qui vont être dessus, mais je vois aussi le phénomène un peu nostalgique de la licence aux États-Unis. Et je pense que d'abord les Français gèrent mieux la licence nostalgique, et on le voit un peu avec Astérix, que les Américains. Par exemple, j'ai vu sur le store de la Switch, il y avait un jeu Macross, et je sais pas si tu l'as vu, et c'était un jeu pas Macross mais Robotech spécifiquement. C'est un vieux jeu, Robotech Battle Cry, je crois, qui est sorti genre en 2002-2003. Mais là c'est un shoot 'em up, et il est affreux, j'ai envoyé une vidéo à Julien s'il la montrera, mais c'est vraiment genre, j'ai vu ça, et t'as la musique en boucle du dogfight, la musique américaine. Et tu vas regarde, ah ouais, non, ça me dit rien du tout. Non, ça. c'est vendu 5 €, c'est pas vendu cher, hein. Et en fait, heureusement, j'ai envie de dire. non, et surtout ce qui est le pire, c'est qu'il y a des tonnes de jeux Macross qui sont très potables au Japon. Le Macross sur Saturn qui est chouette, il y a le Macross sur PlayStation 2 qui était vraiment bien. Sur Super Même Nintendo le aussi. shoot Super Nintendo était très dur, mais il était sympa. Hein. Il était très valable. Et là, est-ce que tu as envie de jouer à ça, quoi? Ouais, bah écoute, si Goldorak, ouais, non. Bon, on verra. Autre belle annonce venue de France, c'est du côté de chez Dotemu. On leur souhaite bon courage, effectivement. Donc du côté de Dotemu qui va relancer un petit peu l'esprit de Turtles in Time. C'est pour ça qu'on fait le rapprochement avec le Japon, avec TMNT, donc Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, voilà, qui a été annoncé en 2D pixel art. Alors il y a pas grand chose de japonais à part l'hommage à Turtles in Time. Derrière, c'est Tribute Games, un studio canadien à qui on doit notamment Panzer Paladin et Flint Hook. Et d'ailleurs Scott Pilgrim aussi, et voilà à quoi ça va ressembler. Là aussi, c'est plutôt cool. C'est l'intro. Hein. Ouais, non, mais après on voit le jeu, il y a vraiment l'ADN Super Nintendo avec, tu balances les membres du Foot Clan directement à la surface de l'écran. Voilà, et t'as l'air en plus d'avoir 4 gameplays distincts en fonction des différents personnages. Bon, ça c'est un classique des Tortues Ninja, mais voilà, il y en a un qui va plus vite, il y en a un qui frappe plus loin, un grand classique, et ça pourra se jouer à 4 simultanément. Là on voit Bebop qui est en train de tourner sur lui-même. Est-ce qu'on peut à nouveau avoir un jeu du calibre de Streets of Rage 4 ? Eh bien, voilà, la question est posée, mais en tout cas, ça va arriver très prochainement et on a hâte de pouvoir y jouer. C'est intéressant entre Goldorak et celui-ci de voir. On en avait déjà parlé dans une autre émission, il me semble, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, l'Occident est meilleur à faire des jeux japonais que les Japonais eux-mêmes. On en avait parlé lorsqu'on des jeux hommages, tu veux dire ? Oui, on en avait parlé lorsqu'on avait évoqué le remake de Panzer Dragoon par un studio polonais ou des choses comme ça. Monster Boy, hein. Voilà, Monster Boy aussi, les deux. Que ce soit le remake de Dragonstrap ou que ce soit le nouveau Monster Boy. On a l'impression qu'aujourd'hui, on est meilleur avec le patrimoine japonais que les Japonais eux-mêmes, qui finalement n'arrivent pas à quantifier les enjeux économiques de leur catalogue, en fait. C'est faut que ce soit des Occidentaux qui aillent chercher Sega pour leur dire ce serait bien de faire un nouveau Alex Kidd. C'est bizarre quand même, tu vois. Et les seuls qui ont vraiment ce côté patrimonial, j'ai l'impression que ça va être Square Enix et Nintendo.
qui sont les seuls à proposer soit des remakes, soit il y a Capcom aussi, mais eux, c'est ancré dans leur ADN quand même. Oui et non, c'est-à-dire que Ils pourraient faire tellement plus quand même. Capcom, ça dépend vraiment des licences, je suis pas d'accord. Capcom, ils vont te refaire 10 fois le même Resident Evil, un coup en 2D, un coup en 3D, un coup, regardez, en point de vue comme ci, comme ça, mais Megaman, rien. Ah bah il y a eu Megaman 11, là on va parler tout à l'heure de Ghosts and Goblins Résurrection, tu vois, il y a quand même la volonté parfois de sortir. Ouais. Regarde, là c'est les 20 ans de Megaman Exe, de Rockman Exe, rien. C'est vrai. Quel Rien. grand jeu. Alors qu'ils en ont vendu, c'est un des jeux les plus vendus de la GBA. Megaman Battle Network. Bah, voilà, exactement. Et même Megaman Battle Network, je peux t'en parler en plus personnellement, parce que c'est un des tout premiers mangas que j'ai publié il y a 15 ans. Il y avait déjà un public en France. Le dessin animé a été diffusé. On n'a pas eu les jouets, mais on a eu le dessin animé et le jeu vidéo. Et donc moi, j'ai fait le manga avec justement la société qui représentait le jeu vidéo à l'époque, parce que c'était même pas Capcom eux-mêmes qui le faisaient. Et ça a été, alors c'était pas Gulli, c'était Canal J. C'était une bonne audience pour eux. Hein. Donc pourquoi est-ce qu'il a disparu ? C'est dommage. Et il y a beaucoup d'éditeurs japonais comme ça qui ne savent pas capitaliser leur catalogue parce que soit les gens qui s'occupaient de ces licences à l'époque, ils ont monté en grade ou alors ils ont disparu, ils ont changé de boîte, etc. Et on se pose pas la question de se dire est-ce que les gens seraient pas contents de retrouver ce personnage-là, parce qu'en plus, ils ont les chiffres, on le sait. Namco, ils le savent que Pac-Man, c'est ultra connu aux États-Unis. Ils sont pas idiots. Pareil, Bandai, il le sait. Il sait qu'aujourd'hui, ils vendent plus de figurines de Dragon Ball aux États-Unis qu'au Japon. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a que quelques licences comme ça, que sont Dragon Ball, Mario et Final Fantasy et Resident Evil, qui profitent de cette résurrection. Konami est tombé de sa chaise quand ils ont vu les chiffres de vente de Bomberman, mais ça fait 10-15 ans que tout le monde réclame un nouveau Bomberman. Alors je te dis pas quand Momotaro Densetsu il a passé les 2 millions. Alors ça c'est différent parce que c'est japonais, mais on en rigolait quand ils ont annoncé le dernier Smash Bros où on disait regardez, Nintendo traite mieux Pac-Man, Megaman et Sonic et Metal Gear que leurs propres éditeurs. Mais c'est vrai malheureusement. Il y a un vrai problème de gestion de patrimoine au Japon. Et pour rebondir sur ce que tu dis, et je pense même enchaîner avec ce que tu vas pouvoir dire, Pouillot, on l'a vu très récemment, pour moi, enfin je vis ça presque comme pas un drame, mais c'est vraiment ironique, quoi. C'est ce qui s'est passé pour PlayStation et pour chez Sony, avec leur studio japonais, avec le départ de tous les pontes de Toyama et littéralement la mise à l'écart presque de Sony Japon dans la carrière de la PlayStation 5. Et c'est ironique parce que justement quand on avait un jeu comme Astro's Playroom qui justement utilise tout le patrimoine Sony, alors il utilise le patrimoine occidental, hein, il considère Heavy Rain faisant partie du giron Sony, mais il y a aussi tous les jeux japonais sur lesquels il fait énormément de références. Et c'est vraiment ironique de voir ce jeu c'est vraiment la synthèse de 20 ans de PlayStation, et qu'à 20 ans de PlayStation, ils se disent tout ce patrimoine-là, finalement, c'est pas si important. C'est le signal qui est donné aux joueurs. Hein. Ça veut pas dire qu'ils vont pas faire autre chose et tout. Mais ça rejoint ce que dit Greg, c'est que le Japon a un vrai problème dans la gestion de son patrimoine et presque de sa propre nostalgie. Et je me demande si, par exemple, la manière dont ils présentent, par exemple, les expositions, l'art, les originaux qu'on voit, par exemple, dans les BD, ils ont une manière différente de traiter ça, et c'est vraiment un environnement différent de la gestion du souvenir, en fait. Le Japon, par exemple, on en parlait pour les mangas avec Greg, les Japonais considèrent que l'œuvre finale, c'est le manga, quoi. C'est pas l'artiste qui le produit. Et du coup, tout l'art original, toute la manière, toutes les étapes de fabrication, c'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est vraiment le produit final. Et ça va peut-être évoluer avec le temps, mais en tout cas, il y a un vrai souci dans la gestion du souvenir, du patrimoine. Est-ce que c'est parce que c'est le pays où tout sera un jour détruit et tout sera un jour reconstruit ? On ne sait pas. Ouais. Bon, après, pour être un peu
Je voulais enchaîner, voilà, parce que pour pas qu'on passe 3 quarts d'heure sur TMNT, mais faut comprendre aussi que ça fait partie des préceptes du bouddhisme, qui est un des fondements culturels de la société japonaise aussi, c'est que rien n'est éternel, tout est vain en fait. Donc la beauté des choses repose justement sur le fait sur le côté éphémère, qu'elles peuvent disparaître à un moment. Donc il y a peut-être ça, mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, les artistes japonais qui ont fait la pop culture des années 80 et 90 se rendent compte de l'attachement qu'il y avait pour leurs œuvres en dehors du Japon. Et par exemple, il y a l'illustratrice Kinu Nishimura, qui est une des grandes illustratrices de Capcom, qui redécouvre des dessins à elle parce qu'il y a des Américains qui ont acheté des lots de Gamust, qui était une vieille revue d'arcade, sur eBay ou sur Yahoo Auction, et qui scannaient les dessins qu'elle faisait et tout, et elle retrouve des trucs elle a même plus les originaux, et c'est des dessins qu'elle faisait comme ça pour le magazine, et que Capcom a peut-être pas forcément gardé, par exemple, tu vois. Donc c'est intéressant de voir que justement cette sauvegarde du patrimoine vient de l'étranger. Une licence qui n'est pas prête de s'éteindre, c'est évidemment Pokémon, qui fête ses 25 ans, qui a fêté ses 25 ans et qui a annoncé pas mal de projets lors d'un segment Pokémon Presents, voilà, où on a vu un petit peu ce à quoi il faut s'attendre. Alors là, c'était un petit peu le moment de rendre hommage à la licence. Il y a eu 2 projets qu'on va retenir, au-delà de New Pokémon Snap qui sortira fin avril. C'est d'abord Légende Pokémon Arceus. Donc voilà, le RPG en monde ouvert, le RPG Breath of the Wild Cross Pokémon. Bon, voilà. On attendra de voir une fois incrusté entre les 2 mains sur la Switch, parce que pour l'instant, voilà, techniquement, ça a l'air un peu léger. Mais par contre, en termes de promesses, en termes d'ouverture, ça a l'air de enfin décloisonner un peu la formule. Les gens seront déçus. Ah ouais, tu crois ? Ah bah oui, de toute façon, la communauté Pokémon, tant qu'ils n'ont pas leur MMORPG sur PC... avec des possibilités de flirter, machin. Enfin, quand tu regardes la liste de ce que les gens veulent sur Pokémon, ils peuvent pas être contents. C'est pas possible. Est-ce que c'était pas l'évolution naturelle aussi ? C'est ça le truc. Je sais pas, parce que tu regardes, il y a déjà. D'ailleurs, à l'époque où j'arrivais chez Gamecult, souviens-toi, tu avais déjà la première génération de fans de Pokémon qui commençaient à devenir jeunes adultes et qui réclamaient des choses plus dark, des choses plus RPG, etc. Et donc on a eu comment il s'appelait Pokémon Colosseum. Oui, voilà, Colosseum avec Dark Lugia. Au final, les gens, c'est exactement ce qu'ils voulaient. Peut-être pas la bonne plateforme, cela dit. Non, mais c'était ce que les gens voulaient. Ils voulaient un RPG avec un vrai scénario, mature, un peu dark. Donc voilà, t'étais un beau gosse avec ta moto et t'avais... Tu te transformais en loup aussi. Non, mais t'avais tes 2 Evoli, t'avais Mentali et Noctali, et c'était badass. T'avais des combats à la FF7, et au final, les gens, ils ont pas aimé. Donc... Je sais pas si c'est une bonne idée de donner aux gens ce qu'ils veulent, parce que c'est pas forcément... Enfin, tu vois, les fan games, c'est pas forcément ce que tu fantasmes et la réalité du truc. Après, il y a peut-être un écart entre le côté fantasme MMO et un jeu qui a une ergonomie un peu plus travaillée que l'actuel, même si à chaque fois ils font des efforts. Ça pourrait être pas mal que la série commence un petit peu à évoluer aussi. Ce qui est certain, c'est que donc Pokémon Legend arrivera début 2022 et fin 2021, donc sans doute autour de la mi-novembre comme chaque année, on aura droit aussi au remake de Pokémon Diamant Perle, qui était le premier à être sorti sur DS, c'est bien ça ? Oui. Ouais, et donc avec les premiers échanges en Wi-Fi à l'époque, c'était quand même une petite révolution. Et donc là, ça a gueulé sur le fait que les personnages soient représentés un petit peu en format SD quand ils se baladent sur la carte. Voilà, il y a le côté un petit peu... alors c'est pas Game Freak qui ça a gueulé ça gueule un peu pour tout, mais voilà, là... Ça gueule toujours un peu. Et donc ce n'est pas Game Freak qui le gère, puisque Game Freak s'occupe justement de la version monde ouvert. Là, c'est un studio qui s'appelle I Love Computer Art, qui sera derrière ce jeu-là. Bon, perle scintillante et diamant étincelant. Voilà ce qu'on peut dire. Ça a l'air très affairé, parce que les animations des bestioles... Ouais. Toujours un peu sommaire, si tu me permets. Ah bah oui, c'est un peu le souci en vrai. Tu vois, rien que ça, tu vois, peut-être que d'autres animations que le Pokémon qui saute sur place, rien que ça pourrait faire avancer un peu les choses. C'est dommage parce qu'en fait, c'est vraiment
c'est des super bestioles, quoi. Ouais. Tu pourrais faire des petites animations, tu pourrais faire des trucs un peu contextuels ou simplement juste qu'elles aient un... Là, ils sont juste posés sur place. Pokémon Stadium où ça gueulait dans tous les sens. Pokémon Stadium, c'était plein de vie, quoi. Pokémon Stadium, il y avait 150 bestioles. Là, il y en a 800. Oui, mais enfin, rien t'empêche de... Et puis, il faut voir aussi un truc, c'est qu'à l'époque de Pokémon Stadium, tu n'avais que 150 Pokémon. Et non, il y avait déjà or et argent, donc tu en avais 250, et tu avais aussi un nombre d'attaques assez limité. Ouais. Là, aujourd'hui, tu as eu plus de 800 Pokémon, et le nombre d'attaques qu'ils peuvent apprendre, enfin, t'imagines, tu dois faire une animation à chaque fois. Ah non, mais je conçois que ce soit un travail colossal. C'est un travail titanesque, donc ils sont obligés de... Je pense que pour des questions de coûts, ils sont obligés de faire des... Comment dire, et de planning aussi. Ils sont obligés de faire des animations génériques parce que après, il faut tout valider aussi. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a ça derrière. T'imagines, chaque monstre prend presque le temps d'un personnage dans Smash Bros au bout d'un moment. Ah oui, non, si tu essayes de bien faire. Donc autant faire vite fait, quoi. C'est sûr. Et quand ils ont essayé de couper le nombre de personnages, le nombre de Pokémon disponibles dans Épée et Bouclier, ça a gueulé genre quoi, il y a que 300 Pokémon, voilà. On s'en sort pas, quoi. Mais non, tu seras jamais content. Jamais. Ouais. Quoi que tu fasses, ça sera jamais bien. Tiens, une nouvelle qui a dû te réjouir, Greg, c'est la compatibilité. Alors, c'est à vocation de test, mais la compatibilité HoloLens 2 pour Pokémon Go. Il y a eu des textes, des expérimentations qui ont eu lieu. Et donc, voilà, HoloLens, donc la technologie, le casque de réalité augmentée, a bénéficié d'une compatibilité pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner dans Pokémon Go. Alors, pour l'instant, c'est vraiment juste une façon d'explorer le potentiel de ce genre d'offre. Ce n'est pas quelque chose qui est destiné au grand public, bien sûr. Alors, mais voilà, je te vois bien sortir de chez toi. Tu dis bien sûr, je mets une astérisque parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la première fois qu'on a vu Pokémon Go, c'était un concept. C'est vrai. Donc, je pense qu'ils y réfléchissent. Le truc, c'est que tout le monde a un téléphone, même si ça coûte 800 balles un téléphone, tout le monde a un téléphone. Alors qu'un casque VR, tout le monde n'a pas de casque VR. Enfin, on se souvient de... Même de réalité augmentée, là, pour le coup. On se souvient de l'échec cuisant de Google Glass. Ouais. Est-ce que les gens sont prêts à ça ou pas ? En tout cas, en termes d'expérimentation, c'est plutôt sympa. Ouais. Mais ça fait une belle note d'intention. Mais je pense que la technologie, pour le coup, tant que tu ne peux pas la mettre sur ton téléphone... Est-ce qu'on en a vraiment besoin finalement, alors que le téléphone fait déjà bien le taf ? En fait, pour être toujours un joueur de Pokémon Go, le mode réalité augmentée, personne s'en sert parce que c'est chiant. Ça bouffe la batterie en plus. Ça bouffe la batterie, c'est moins facile, c'est pas précis. Enfin, c'est pas précis. Techniquement, c'est très, très bien, mais c'est beaucoup moins précis qu'un environnement virtuel sur lequel tu as le contrôle, forcément. Donc, au final, personne l'utilise. Le mode AR, on l'utilise uniquement quand Niantic t'oblige à l'utiliser pour avoir des bonus. Tu vois, alors je ne sais pas ce qu'ils préparent, mais tu as certains Pokéstop où on t'encourage fortement à les scanner, à scanner l'environnement. Tu dois faire une petite vidéo de 20 secondes de ce qu'il y a autour de ce Pokéstop pour pouvoir gagner des potions. Sinon, t'as très peu d'objets pour te soigner dans Pokémon Go. Et l'une des manières de gagner des objets de soins, c'est justement de scanner l'environnement de certains Pokéstop. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec ça. Peut-être qu'ils vont faire des cartes virtuelles, des Google Street. Enfin, de toute façon, les joueurs de Pokémon Go sont tellement nombreux que c'est du pain béni pour eux. Ils ont des explorateurs gratuits dans toutes les villes. Tout à fait. Bon, ce qui est sûr, c'est que d'autres joueurs vont sans doute, eux, s'accrocher à l'espoir d'une nouvelle Switch, la Switch Pro, la Switch HD, comme vous voulez, la Switch 4K, la Switch OLED, la Super Switch, la Mega Switch. En tout cas, on en parle. C'est les fournisseurs directement qui disent que ça se prépare, que ça pourrait même intervenir d'ici la fin de l'année, avec un joli écran OLED 720p et sans doute un petit boost pour être compatible sur les écrans 4K. C'est vache de ne pas le sortir pour Monster Hunter, si c'est vrai. C'est dommage, un écran un peu plus large aussi, enfin un peu plus, avec une plus grande diagonale de 7 pouces au lieu de 6,2 pouces. Et ce qui est certain, c'est que Nintendo s'attend à une année encore plus florissante que ne fut l'année d'Animal Crossing, donc moula à gogo, avec peut-être aussi dans le sillage de Monster Hunter. Monster Hunter, toute la question de Monster Hunter, ça va être quel record va-t-il faire ? Parce qu'au Japon... Il y a une possibilité qu'il fasse... combien vous pensez qu'il va faire en première semaine ? Première semaine, je sais pas, mais je pense que sur la durée de vie, il pourrait s'approcher facilement des 5 millions. En première semaine, il fait 1,5 million au minimum. Bon, on verra ça tout à l'heure. Attention, mais en tout cas... on n'est pas sûr.
Ah, sur Il y a- l'ouverture des magasins, tu veux dire? Non, je parle sur la popularité de Monster Hunter au Japon. Hein. Ah non, je pense Ah, que non, c'est, non. je pense que c'est Je pense carton que- assuré. Je pense qu'on vise le 2 millions, là. Mais quand on même. aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, puisque ce sera l'objet du grand rendez-vous, Ouais. de notre grande analyse Ouais. de gameplay, tous ensemble. On va partir du côté de chez Square Enix, je bafouille, pour évoquer les différents projets qui ont été annoncés dans le mois qui nous a séparés du dernier enregistrement. Il y a eu le State of Play, où on a appris non pas l'existence d'un seul projet, mais de 3. Donc il y a Final Fantasy VII Intergrade avec le c'est DLC Yuffie, avec la compatibilité, l'upgrade gratuite. Alors pas partout, hein. Au Japon, tu Au dois quand Japon, même- tu payes 100 tu yens. payes 100 yens, puisque tu n'as C'est pas le droit de symbolique. proposer, si j'ai bien compris, le même jeu avec une upgrade sans contrepartie. Sans contrepartie, ouais. Voilà, légalement. Mais c'est vraiment une loi japonaise. Et aussi, il y a, pour certains jeux, ça sert aussi de vérification de l'âge aussi. Mais, Ouais, tout à mais là, fait. en l'occurrence, c'est vraiment une loi chelou. Et avec donc le DLC consacré à Yuffie et son compagnon Sonon Kusakabe, voilà, qui vont évoluer en tandem à deux. Il y en a une que tu ne pourras contrôler que Yuffie d'ailleurs, tu donneras des ordres à l'autre personnage. Donc voilà, ce sera l'occasion de retrouver ça, un côté un peu plus plateforme. Je pense que c'est pas un DLC sur lequel il faut miser beaucoup, ça devrait être relativement éphémère là encore. Mais bon, ça permet de prolonger Bah, l'expérience. c'est toi qui as fait tous les DLC de FF15, c'est toi qui sais. C'est vrai, j'ai fait ça jusqu'au DLC Hardin. T'as Le fait calice, Hardin T'as fait Hardin le calice jusqu'à Lali, vraiment. T'as fait Hardin J'ai tout fait. Il est bien Hardin C'est un des moins pires, mais c'est quand même pas Parce que je terrible vais un du jour tout. les faire, hein, je me dis. C'est vrai En ça stream ça fait Ouais. partie de mon Bushido. Et d'ailleurs, Hardin, on comprend. Ça lance pas, J'ai ou- oublié, j'ai effacé tout ça de ma Que mémoire. vaut le DLC du multi de Ah, FF15? c'était horrible. Non. Arrête. Ah ouais. FF7 Ever Crisis, c'est la version portable free-to-play avec des petits scénarios comme ça qui vont pouvoir permettre de retracer, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, toute l'intrigue de FF7 Remake et même au-delà. Quand on se dit free-to-play, on paraît qu'on quitte Midgar à un moment. ouais, Il quand on paraît, dit hein. free-to-play, il y a une mécanique de gacha qui permettra donc de booster, et c'est aussi ce qui explique qu'Aeris arrive plus tôt que dans l'intrigue principale. Voilà, des petites séquences refaites. Les gueules sont super. Hein. Refaite. Refaites, effectivement. Bon, ça va sortir, je crois... Je sais plus si c'est en fin d'année, mais en tout cas, ça se... Est-ce que toi, en tant que joueur, t'as encore envie de te refaire la sortie de Midgar Non, là, ça va, c'est bon. Et ouais, non, même si la gueule est sympathique. De toute d'après- façon, je ne joue plus sur mobile. D'après ce que j'ai compris, ça va. Oui, il va sortir sur Switch ce truc. Tu crois? Ouais, comme FF7. FF15. FF15, oui. La version de Chibi FF15. Chibi FF15. Le truc, c'est qu'ils veulent intégrer tout FF dedans, dont tout le patrimoine, c'est-à-dire Crisis Core. Ouais. Et puis Dirge of Cerberus. C'est pour ça que ça s'appelle EC, c'est que c'est dans la continuité donc d'Advent Children, Before Crisis, Crisis Core, c'était quoi? Dirge of Cerberus. Déjà, Là, c'est EC. Mais attends, Dirge of Cerberus, c'est avant ou après? Non, c'est après. C'est après, oui. FF7, ouais. C'est post-FF7, effectivement. Donc avec Vincent Valentine. Et le dernier projet, le troisième projet, c'est donc le Battle Royale Final Fantasy. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? Je sais pas. Pourquoi pas? Quand tu vois Si ça marche. Quand tu vois l'argent de Smash Bros, j'ai envie de dire. Et l'argent de Call of Duty et l'argent de Fortnite. La surprise de toute cette histoire, c'est quand même que le Intergrade, putain, il faut s'y faire, c'est qu'Intergrade n'est pas dispo pour PS4. Oui. Ça, c'est un peu vachard hein, pour tous les gens qui ont une PS4. Et tous les jeux. Combien il y aura de gens qui vont avoir leur PS5 à temps pour jouer à ça? 300 000. Voilà, c'est pas BZF du coup. Je pense que Square Enix, là, ils doivent être en train de flipper. Parce qu'ils ont misé tout chez Sony. Est-ce que c'est pas Sony qui régale quelque part derrière en sous-main pour s'assurer de l'exclusivité? Déjà, ils sont assurés de l'exclusivité temporaire de FF4. Si on m'avait dit qu'un jour on mettrait des headshots dans FF7 quand même. Et derrière, peut-être qu'ils poussent ce DLC justement sur PS5 la pour surprise de s'assurer. cette annonce, c'est que FF7 n'a pas encore été annoncé sur PC. Hein. Oui, bah ça va arriver. De toute Ça façon, va ils ont arriver. promis d'autres annonces très prochainement, Ouais. sachant que la fin de l'exclusivité temporaire intervient dans quelques Mais jours. c'est bientôt là, ouais. Ouais, Souvenez-vous autour du du 10 Galaxy avril. Dash où j'avais parlé de la possibilité du DLC et de l'annonce de version. Je pensais que ça allait être là en fait. Je pensais que la version PC ils allaient le mettre là, mais bon. Ils Bon, en allaient tout pas cas, la couper vraie leur budget de priorité, Sony. nous a-t-on dit, après ce DLC, voilà, c'est Remake partie 2. Et a priori, il n'y aura qu'un seul DLC pour FF7 Remake, donc on peut croiser les doigts pour que ça avance un petit peu et qu'on sorte de cette boucle, de cette spirale infernale de Battle Royale et de Gacha. Engage-toi, Puyo, pour quand tu vois le. FF7 Remake part 2 Ouais.
Enfin, comment il va s'appeler 2025. Allez. D-Make 2025, va pour 2025. On ressortira cette émission. On ressortira pour la les cassette. Dash. Toi, Ouais. Greg, tu penses 2020 Ah, j'aurais dit plutôt peut-être fin 2023. Non, je pense que il faut... S'il y a Faut pas de, déjà sortir s'il y a pas de FF16. couilles, Ouais. Faut Non, déjà pas sortir FF16. c'est pas la même équipe. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est peut-être ce qui va sauver les deux. Il y a Project Atia dont on parlera tout à l'heure. Bah même on peut pas en parler tout de suite. Project Atia qui a changé de nom, qui s'appellera désormais Forspoken comme on l'a appris dans le Square Enix Presents. Voilà où c'était le gros One More Thing comme disent les jeux. Ouais, on a changé de titre d'un jeu. On a changé le titre d'un jeu. Bah, on a découvert un petit peu le profil de l'héroïne incarnée par Ella Balinska que j'ai découvert à titre C'est personnel qui dans Charlie's Angels. C'est l'une des trois. Ah, c'est elle l'une des trois anges. C'est elle, d'accord, maintenant c'est Charlie's Charlie's Angels re-reboot. Ah, le re-reboot. Alors, y a C'est pas que- elle, d'accord. y a pas que FF7 Je me qui disais fait bien qu'elle me rebooter. disait quelque chose et voilà. Ouais, ok, d'accord. Donc voilà, et forcément, eh bien, elle va être transportée dans un univers parallèle. Et C'est là- un isekai en jeu vidéo. C'est un isekai, effectivement. PC PS5, toujours 2022, à ce qui paraît. Et donc voilà, ça fait partie des jeux qui ont un petit peu ponctué ce Square Enix Presents au même titre que celui qu'on attend tous ici autour du plateau, c'est Balan Wonderworld. Oui. Alors là, Balan Wonderworld, Pouilleux, je pense faut que qu'on est parti sur un ride Faut que je te cosmique. dise, faut que Ouais. je te dise, je l'ai découvert en direct hier. Ah, Alors, je me suis dit, allez, t'as lancé la genre- démo. Incroyable, incroyable. Je me suis demandé si c'est vraiment Si ce qui c'était sort vrai. dans le commerce. Je me suis demandé parce que j'ai vu des jeux amateurs qui étaient Ah bah oui, oui. mieux finis que ça. Tu pourrais Et- y jouer en coop, figure-toi, Oh, si putain. tu veux. Avec toi seulement. Et honnêtement, c'est incroyable que ça. Incroyable. Vous vouliez pas me croire. la Ah dernière non, non, fois. mais je pensais pas que c'était à tel point en fait. C'est vraiment, Et a priori, c'est même. catastrophique. ouais. C'est catastrophique. Et a priori, le patch Day One ne pourra pas tout corriger. C'est l'équipe de production, le producteur, donc Noriyoshi Fujimoto, qui l'a assuré. Donc on rappelle un Balan Wonderworld, ce jeu d'action Oui, plateforme c'est ça. 3D Il s'excuse réalisé par les avant. anciens de chez The Sonic Team, donc Naoto Oshima et Yuji Naka. Le truc, c'est que bah, c'est complètement. Même en 96, franchement, je pense qu'il y avait des jeux de plateforme 3D qui étaient plus au point sur la caméra et sur les 96, collisions. qu'est-ce Ça. qui sortait? C'était PS2. Bah, même Knights, hein. Enfin, ouais, je sais pas. Je crois que Knights. Non, honnêtement, et tu sais quoi, je trouve qu'il y a des idées pas mal. Et en fait, est-ce que tu as vu un jeu de plateforme pour les enfants aussi punitif que ça? Parce que Ah, à c'est chaque- dur en plus. Ah non, mais parce que dès que tu tombes ou dès qu'il t'arrive une merde, tu perds le costume que tu as, Ouais. donc t'es dans la merde. Et donc tu te retrouves, voilà. Et t'as vu que le changement de costume n'interrompt pas l'action, c'est-à-dire que l'ennemi il continue à t'avancer sur la gueule quand tu Ah bah te oui, changes, évidemment. quand tu te transformes, c'est puissant ça. Bref, Et non, pas bref. Je voulais savoir, Pouillot, le test. Alors, quand est-ce qu'il te. il arrive. Il arrive. C'est toi qui le fais bah, non, j'ai pas le temps. Mais on nous dit, enfin, j'ai pas le temps pour ça. Mais on nous dit que le patch Day One donc ne permettra d'ajuster les contrôles, les mouvements de caméra et de rééquilibrer la Ça, difficulté. c'est ouf, qui s'excuse Mais avant, quoi. voilà, ouais, c'est vraiment déjà le mot d'excuse, le billet d'excuse pour dire bon, on s'est rendu compte des retours. Tu sais ce que ça me rappelle? Left Alive. FF15. Ah oui, Left Alive. Ça me effectivement. rappelle Left Alive où ils ont sorti le patch pour dire on s'excuse. Bon, on a également appris que Space Invaders reviendrait en réalité augmentée, et c'est marrant puisque c'est un studio occidental qui s'en charge, c'est Square Enix Montréal, qui va collaborer avec Taito pour essayer de ressusciter la vieille franchise, la vénérable franchise. Encore un peu une de- fois, histoire de patrimoine. Ouais. Mais bon, ça peut être sympatoche, on sait Ah pas. oui, oui, moi j'ai envie de voir ce que c'est. Pac-Man DX, c'était super. Bah oui. Oui. Pac-Man DX, c'est vraiment une vraie belle réinvention d'un mythe. Et franchement, quand tu te mets vraiment sérieusement à refaire un classique, ça peut donner quelque chose, quoi. Et tant qu'on en est à parler d'actualité mobile, il y a deux choses que je voulais retenir du côté de chez Square Enix. C'est donc le fait que Dai no Daiboken, donc Dragon Quest The Adventure of Dai, donc la nouvelle adaptation du manga Tiré du jeu vidéo. tiré du jeu vidéo, enfin oui, c'est ça. oui. Inspiré du jeu vidéo, effectivement. Eh bien, le jeu mobile Dragon Quest The Adventure of Dai, A Hero's Band, va sortir également à l'international, y compris en France, en même temps que les autres. Donc voilà, le gacha et on cible là aussi l'Occident, comme le jeu PS4 dont on n'a toujours pas de nouvelles alors qu'il est. Et là, Greg, je m'adresse particulièrement à toi. Oui. Voilà, Valkyrie Anatomia s'est arrêté. Eh oui. Non, le- non, il continue. Oui, il continue, mais il va s'arrêter. Il va s'arrêter et du coup c'est horrible parce que ça faisait un moment que j'avais arrêté de jouer et je m'y suis remis pour voir s'ils avaient fait quelque chose pour la fin du jeu et en fait oui. Du coup tous les personnages sont alors pas tous les personnages que tu pouvais gatchaiser, en fait tous les gachas sont désormais à des prix ridicules pour que tu puisses tirer tous les persos. Donc j'ai joué
J'ai joué 1 heure, j'ai récupéré plein de personnages super balèzes, super durs à avoir normalement et tout. Mais le problème, c'est que tu tires ton gacha, tu récupères plein de personnages, mais après, comme normalement c'est rare d'avoir un nouveau personnage, à chaque fois que tu récupères un personnage, tu dois le débloquer, faire une petite quête pour le débloquer. Parce que là, j'ai débloqué 15 nouveaux personnages, donc j'ai dû faire 15 quêtes, et ça m'a pris 1 heure. Donc j'ai débloqué les 15 personnages, je les ai pas utilisés. Donc, et en fait, je m'aperçois quand le gacha est facile, du coup, tu es anesthésié, et t'as pas le plaisir d'avoir ces personnages. T'as pas le plaisir de la rareté. Voilà, parce que déjà, ils te tombent dessus un peu n'importe comment, mais surtout derrière, tu sais que t'as 2-3 semaines pour les utiliser. Et à quoi bon les utiliser, quoi. Donc je vais voir si je finis le mode story ou pas, mais voilà, c'est dommage, tout ça pour ça. Pourtant, le jeu était très très beau. Notamment, moi j'aimerais bien que quelqu'un puisse récupérer ça s'appelle pas une ROM, ça s'appelle un APK, je crois, sur Android, qu'on puisse en extraire les musiques, parce que toutes les reprises des musiques de l'original sont absolument extraordinaires. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu d'album de ce jeu dont les musiques sont un peu... Enfin, moi, c'est aussi pour les musiques que je m'y suis mis. Hein. L'original, c'était évidemment Valkyrie Profile, c'est important de le préciser, puisque c'est un jeu qui est désormais âgé, mais voilà, qui reste toujours aussi culte. Un RPG signé Tri-Ace et Enix, on reste d'ailleurs pas trop loin. Juste, tu parlais de sauvegarde du patrimoine, on a tout un ensemble de jeux qui vont disparaître, en fait. Oui. C'est-à-dire, tous ces jeux, ils ont cartonné un moment, et tout d'un coup, paf, on peut plus jamais y jouer. On peut plus jamais y jouer, et leurs musiques disparaissent, les assets disparaissent, les visuels disparaissent. S'il n'y a pas eu de hardbook, si ça n'a pas été industrialisé comme Grand Blue Fantasy, tout ça, c'est une part de l'histoire du jeu vidéo qui disparaît. Ils sont moins affûtés sur la conservation de ce patrimoine que, par exemple, ce qu'on peut trouver en France ou aux États-Unis. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a un autre jeu mobile auquel je jouais à peu près à la même période, qui va disparaître aussi à peu près à la même période, c'est le Super Robot Tyson mobile, qui lui aussi disparaît à peu près au même moment. Après, 5-6 ans de bons et loyaux services. Tu parles de Omega ? Oui. Ouais, Omega, parce qu'ensuite, ils ont lancé DD derrière. Oui, tout à fait. C'est une industrie du... On reste pas loin du RPG de Square Enix et du jeu mobile avec l'annonce de Fantasian. Fantasian, c'est le projet d'Hironobu Sakaguchi, donc le co-créateur de Final Fantasy. Donc voilà, on a eu quelques petites images, quelques petits concepts, quelques petits enseignements sur le gameplay aussi qui permettra de s'affranchir de certains combats. En gros, on va pouvoir stocker les combats aléatoires quelque part pour se les enchaîner d'un coup d'un seul, histoire de gratter le maximum d'XP et de pouvoir continuer à explorer. Alors vous qui aimiez pas le default de Bravely Default, là c'est encore pire. Là c'est le default appliqué directement au combat, c'est assez intriguant. Tu fuis à crédit, c'est marrant comme idée. En sachant qu'en Default 2, tu peux faire comboiser les combats sur lesquels tu vas faire Default. Donc ça s'appelle le Dimension Battle, et là on voit un petit peu à quoi ça va ressembler en termes de direction artistique, sachant que la création a nécessité la mise au point de pas mal de dioramas qui vont être reproduits assez fidèlement avec une patte graphique assez intéressante. Mais on aura l'occasion d'y revenir, sachant que c'est un projet qui est soutenu, qui va intégrer le programme Apple Arcade, histoire de toucher pas de toucher le maximum de monde, mais d'avoir un côté un petit peu premium dans l'affaire. On en profite d'ailleurs. Sakaguchi aux musiques et Uematsu aux musiques, pardon. Sakaguchi et Uematsu aux musiques, et il a annoncé justement que ça allait être sa dernière grande partition avant sa retraite, parce que le pauvre Uematsu il commence à être âgé, le pauvre. Si vous êtes fidèle au rendez-vous de Gaijin Dash, le mois dernier on parlait de la série Is qui appartient à Falcom qui a fêté ses 40 ans d'existence également avec un petit stream où on a découvert le prochain épisode de la série des Kiseki, la longue saga des Kiseki. Ça s'appellera Kuro no Kiseki, et le jeu a quand même fait visuellement un petit bond en avant. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder un petit peu à quoi ressemblait la bande-annonce, mais Kuro no Kiseki a l'air plutôt... Si, ça fait envie. Hein. Ça fait quand même plus envie que tous les Falcom récents, graphiquement. Alors, c'est pas encore la panacée, mais enfin, il y a un côté assez dynamique. Après, tu sais, tu peux dire que Is9 est pas joli, mais j'adore y jouer. Hein. Ah oui, au moins le dynamisme est garanti. C'est sûr que là, il n'y a pas de souci. Et là, ça a l'air non seulement assez agréable d'un point de vue visuel, mais aussi un peu le monstre n'a pas l'air très véhément. Non. Bon, voilà, c'est de l'action RPG qui peut passer en mode pur RPG. D'ailleurs, il y a le côté un petit peu semi-temps réel qui va s'appliquer. Ouais, Daniel ? Non, mais j'étais en train de repenser aux années Falcom. C'est peut-être toutes ces années sur PSP, tu sais, ils sont habitués à des assets, c'est une technique assez moindre, et du coup, maintenant, ils se réadaptent au fur et à mesure. Oui, c'est-à-dire que là, on arrive à la PS5, donc ils arrivent peut-être à un niveau début de PS
4, 3. Difficile à dire, mais en tout cas, voilà, ça va avancer. Vous êtes méchants. Moi, je trouve qu'ils font quand même beaucoup Non, mais d'efforts. celui-là est regardable, on va dire. Non, tu sais quoi, moi j'aime bien regarder les vieux. Mais j'aime bien ceux qui étaient en. Elle est bizarre ta phrase. J'aime bien regarder les vidéos. Non, mais j'aime bien les vieux épisodes encore quand ils étaient en isométrique, tu vois. Ouais. Tout ça. Bon, on va s'écarter un petit peu du chemin des RPG pour parler de Sony. Sony au global, Sony avec beaucoup de projets qui ont été annoncés. Le premier projet, eh bien, c'est la présentation des manettes du futur casque de réalité virtuelle. Voilà à quoi ça va ressembler. C'est un peu plus moderne que le PlayStation Move, le PlayStation Move qui a fait un petit peu son temps. Et voilà, ça promet retour haptique, gâchette adaptative, etc. J'en suis pas certain. C'est-à-dire que tous les jeux patrimoine, PlayStation Move, tu pourras pas y jouer. Ouais. PSVR 2 qui va faire l'économie de câble. Voilà, on n'a pas encore vu à quoi ressemblerait le modèle. Pour l'instant, ils annoncent les manettes avant le hardware. C'est souvent comme ça qu'on procède désormais. Mais voilà. Mais disons qu'en montrant les manettes, tu peux dire que tu bosses dessus sans balancer ton casque s'il n'est pas fini ou si. Puis tu fais ta communication en 2 temps. Détection du contact des doigts. Faut surtout qu'ils enlèvent les câbles du casque. C'est l'idée, c'est de réduire au maximum donc toutes les entraves habituelles. J'y ai rejoué en. Mais ça se connectera quand même en filaire à la console. T'es obligé au bout d'un moment qu'il y ait des fils, mais c'est essayer de comprendre le branchement il y a tellement de câbles, il y a tellement de. Ça part dans tous les sens. Quand tu les branches en faisant le montage chez toi. Tu te dis ok, mais pourquoi vous avez pas fait ça? Genre physiquement, pourquoi il y a les câbles? Parce qu'il y a beaucoup de technologie en jeu. C'est pas si évident de faire transiter les informations comme ça aussi. Et ça reste quand même un écran collé au. Bon, a priori, c'est pas avant 2021, enfin pas avant 2022 voilà, pour la question du casque de réalité virtuelle. Il n'y a pas de console, donc pas un casque, j'ai envie de dire. C'est sûr. Sony a également annoncé l'acquisition du tournoi de jeux de baston l'Evo. Ça, c'était la petite surprise. Alors, on ne sait pas pour quel montant. Mais en tout cas, eh bien, Sony, c'est dans son giron. La carte e-sport est également chez eux. Alors, c'est un tournoi de jeux de baston. Forcément, qui dit jeu de baston dit public un peu plus confidentiel que les gros MOBA, que les gros FPS. Mais néanmoins, c'est une entrée un peu fracassante et qui a fait parler. Qu'est-ce que ça peut ça faisait un peu genre Microsoft est en train de tout racheter, genre nous aussi on va racheter un truc. Surtout l'enjeu pour moi c'est Smash Bros, c'est est-ce que Smash Bros pourra y être ou pas. Ils ont dit qu'ils restaient ouverts aux jeux des partenaires. Mais tout comme Microsoft et Bethesda, oui, nos jeux sortiront aussi sur. Mais tu vois Nintendo faire allez-y dans votre event Sony, on vous donne Smash Bros. Je sais pas, mais en tout cas. C'est juste pour faire parler d'eux. C'est un vrai positionnement, quoi. Ouais, c'est pour récupérer aussi à la fois l'expertise, le carnet d'adresses, le côté rendez-vous, et puis mettre en avant aussi le fait que tous ces jeux-là tournent sur PlayStation. C'est toi qui l'as racheté, en fait. Tu connais le flyer par cœur. Ouais, exactement. Bon, on va parler effectivement d'un sujet qu'on a un petit peu abordé tout à l'heure. Eh bien, ça concerne. Marc, regarde, il y a Killer Instinct. Killer Instinct, c'est un jeu Microsoft maintenant. C'est vrai. Ça concerne la fuite des cerveaux, la fuite des créateurs, la fuite des concepteurs de renom du côté de Sony Interactive Japan. Oui, là, il y a encore eu des départs qui se sont enchaînés, notamment, le producteur de Bloodborne, Masami Yamamoto, qui a démissionné, qui a été crédité sur Bloodborne Soul Sacrifice Freedom Wars, qui a fait ses débuts sur Tenchu, qui vient s'ajouter donc au départ de la team Bloodborne Soul Sacrifice, Teruyuki Toriyama, Masaaki Yamigawa. On a parlé tout à l'heure de Keiichiro Toyama, le créateur de Gravity Rush et de Forbidden Siren. Voilà, c'est la saignée du côté des créateurs. Et finalement, qui reste en place? C'est la team Asobi, la team drivée par Nicolas Doucet, qui, elle, continue d'assurer. Il faut dire qu'en plus, la vitrine Astro's Playroom a sans doute joué en leur faveur. Au-delà déjà d'Astrobot Rescue Mission sur PlayStation VR, qui avait vraiment été une belle démonstration, là, Astro's Playroom, ça n'a fait que cimenter l'équipe du côté de Sony Interactive Japan. Mais bon, on va dire... C'était les premiers à faire un jeu PS5. Tout à fait. Mais on va dire que le côté création, encore une fois, se décentralise et part du côté des États-Unis. D'ailleurs, du côté des États-Unis et du Canada plus particulièrement, on a appris qu'il y aurait la formation d'un studio avec Jade Raymond aux commandes, la créatrice, la productrice d'Assassin's Creed, entre autres. Le studio s'appelle Haven. Et là, de ce côté-là, ça recrute à foison. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire du côté de chez Sony. D'ailleurs, il n'y a pas que des départs chez Sony, il y en a également certains qui ont été enregistrés chez Sega, avec le créateur de Virtualon, Juro Watari, qui a dit ça y est, c'est fini pour moi. Il a dit c'est pas un licenciement, c'est moi qui m'en vais. Et il espère tout le meilleur pour la franchise Virtualon. Sans lui, ça va être compliqué quand même.
Ouais, mais est-ce que la franchise avait encore une raison d'être, malheureusement? Non, ils l'ont relancé il y a pas longtemps, mais ça avait pas hyper fonctionné. Je sais pas si vous vous souvenez, ils avaient mélangé c'est ce qu'on voit là à l'écran. avec une autre licence. Certaines Magical Index. Voilà. On avait été assez dubitatif à l'époque. Hein. Et puis en plus, Sega avait fait d'autres jeux d'arcade qui étaient un peu adjacents, genre Border Down et tous ces trucs-là. La vraie question, en fait, c'est qu'est-ce qui reste de la team Virtua Fighter, en fait, puisqu'ils ont un Virtua Fighter annoncé, et on n'a toujours rien vu dessus. C'est vrai qu'il y a un Virtua Fighter. Et ouais, c'est exact. One More Thing. On a oublié ça, mais ouais, c'est vrai. C'est Virtua Fighter Evolution. Avec une grosse présence e-sport et ce genre de trucs. Bah justement, est-ce que Sony n'a pas racheté l'Evo en prévision de tous ces jeux de baston qui peuvent arriver, genre Street Fighter 6, genre Virtua Fighter 7 et tout. Faudrait déjà passer au 6. Mais tu vas vite en besogne. Mais voilà, tous ces titres qui pourraient éventuellement être dans un peu exclus temporaire PlayStation, non? Bon, on verra. Wait and see. Ce qui est certain, c'est que du côté des anciennes licences... C'est beaucoup d'argent pour Sony dépenser d'un coup. Hein. Ouais, des anciennes licences de chez Sega, on aura donc le remake de Panzer Dragoon 5 qui va arriver dans la lignée du remake de Panzer Dragoon qu'on avait déjà vu. Je crois que c'était en 2019 ou en 2020, j'ai du mal à situer les... 2020, je crois. 2020, les journées s'enchaînent et les journées se ressemblent. Ouais, tu m'étonnes. C'est pas toujours évident. 2019. Bon, en tout cas, voilà. Donc c'est la confirmation et c'est à nouveau le studio polonais qui est derrière ce projet. Voilà, un projet qui était sorti sur Saturn en 96. J'ai aucun avis sur Panzer Dragoon 5. Vous avez sans doute vécu ça de l'intérieur. C'était quand même très beau. Et ouais, ça apportait un petit peu. C'était pas le Star Fox 64 de Star Fox, quoi. Ouais. Mais il y avait quelques idées, mais surtout en fait, ça pose la question de quand est-ce qu'ils vont faire le remake d'Hazel, parce que Hazel a vraiment Osvai, et les gens sont moins fans de Osvai que de l'original, mais par contre Hazel a vraiment un fellowship culte, quoi. Il y a vraiment un truc culte autour d'Hazel, les gens ont envie de voir Hazel. Je sais pas si vous avez déjà joué à Hazel, c'est vraiment donc Panzer Dragoon RPG, c'est vraiment un très 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 grand jeu de l'ère Saturn, et c'est surtout celui-là que les gens veulent voir. C'est peut-être une autre paire de manches de refaire, est-ce qu'une société comme ça... un jeu de cette envergure par rapport à un shoot 'em up qui doit durer 2 heures, 3 heures... Bah ça va très vite, Panzer Dragoon. Bref, on parle également des licences liées à Sega, c'est plutôt lié à Krypton Future Media, mais voilà, il y aura une série animée, Hatsune Miku. Ça me paraissait indispensable d'en parler, mais ça prouve aussi toute la vitalité de la licence, c'est notamment aux vieux, États-Unis. Hatsune Miku maintenant, en plus, ça commence à dater. C'est Hatsune Miku, c'est quand même un personnage des années 2000. Ouais. Donc, ah merde, déjà. Fin 2000, c'est quoi, 2007 entre 2007 et 2009, c'est ouf. C'est ouf, et ça ne nous rajeunit pas. On va terminer en rafale avec pas mal de dates de sortie, pas mal d'annonces comme ça qui ont été réalisées durant le mois écoulé. On a eu la confirmation de Scarlet Nexus pour le 25 juin, donc le prochain gros projet de Bandai Namco au Japon dans la lignée de Code Vein. Action qui a l'air beaucoup RPG. Qui a l'air beaucoup mieux que ce que je pensais à la dernière vidéo. Ah ouais, la dernière ouais, t'as bien aimé le trailer? Le trailer avait l'air chouette. Ça donne envie, hein. Là aussi, il y aura une série animée autour de Scarlet Nexus, donc voilà, on verra un petit peu. Il y a eu très souvent des dessins animés tels. C'est Sunrise qui l'assure, quand même, c'est pas rien, quoi. Il me semble, attends, je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que les autres animés C'était pas pro. Non, mais Tales of, il y a eu plusieurs OAV qui ont été faites autour de différents épisodes. Je me souviens plus, malheureusement. Pas IG. Non, IG, ils font les cinématiques d'intro. Ils font les CG. Ouais. Mais bon, en tout cas, voilà, et quand même, on sent qu'ils ont envie de pousser cette grosse licence. Je sais pas si le succès sera au rendez-vous, parce que souviens-toi, la formule a l'air assez classique. De la mort et de la résurrection de la saga Tales of. Oui. D'ailleurs, on peut en parler tout de suite. Tales of Arise, on nous a promis du nouveau. On a aperçu un nouveau trailer pour le Tales of Festival 2020 qui a eu lieu en 2021, puisque la vraie édition 2021, elle aura lieu d'ici l'automne, je crois. Et donc Tales of Arise a refait une petite apparition. Il bouge encore, on nous promet du nouveau. Franchement, moi j'ai hâte, c'est peut-être l'un des Tales of qui me fait le plus envie depuis très 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 longtemps. Il faut dire que ça fait un bon moment que Tales of Berseria est sorti. Mais voilà, Et Tales of Berseria, on l'avait fait ensemble en GK Live. Ouais.
c'était un jeu qui montrait vraiment toutes les limites de l'équipe Tales of, où d'un côté, tu avais des personnages incroyables, tu avais des super combats, tu avais une histoire qui était au top. Et la technique, ça suivait les pas. décors On qui se étaient baladait dans affreux. des couloirs carrés. Ça avait des labyrinthes et des cavernes. Autant le début du jeu commençait un petit peu et variait les environnements, autant après tu revenais dans cette espèce de grand tunnel Tales of qui fait que j'en ai pas fini beaucoup. Faut être assez transparent là-dessus. Neo Geo Pocket Color Selection Volume 1 est déjà disponible. Voilà, il y a une compilation avec 40 € quand même. Un peu cher, ouais. J'ai failli l'acheter hier et j'ai fait 40 €. 40 € Non. pour SNK Gals Fighter Samurai Shodown 2 Il sort Kings en of cartouche, Fighters paraît-il. Horde 2. Et ça sort en cartouche, pas que en C'est démat. vrai, ça va sortir en carte de C'est jeu, prévu, effectivement. ouais. The Last Blade Beyond the Destiny, Fatal Fury, First Contact, SNK vs Capcom, Metal Slug First Mission, Second Mission, Dark Arms, Beast Buster et Big Tournament Golf. Alors l'émulateur est de qualité, je sais pas si vous avez eu l'occasion déjà de mettre les mains sur l'émulation Neo Geo Pocket avec le petit retour arrière qui est vraiment très très bien potassé, voilà, toutes les skins et tout. Globalement, ça tient vraiment la route. Après, est-ce que les jeux, t'as envie de t'y relancer? Ça reste des jeux qui étaient sans doute bons dans le contexte de la Neo Geo Pocket. Bah, c'était bon quand c'était des petits trucs dans la main. Bon, après, SNK vs Capcom, ça reste un jeu. Oui, le SSK qui se vs défend. Capcom est vraiment un super jeu, par contre. Ouais. Effectivement. Mais bon, voilà, c'est un peu cher, effectivement, comme on le disait. D'autres Et sorties. au moins, ça fait pas clic, 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 clic. C'était Oui, ça vraiment le c'est vrai souci qu'il de y a la ça. Neo Pocket, c'était le stick. Ouais, mais au moins, il était il offrait un bon du répondant, quoi. Et c'était une console qui te donnait ton horoscope aussi, faut pas oublier. C'est vrai, tout à fait. Et cette fonctionnalité a disparu de cette compilation, malheureusement, au grand dam de Fabien, que l'on salue. Samurai Warriors 5, ça, c'est une grosse annonce. On va l'expédier comme ça en quelques phrases. Mais 24 juin au Japon et 27 juillet en Europe, et franchement, il a de l'allure. Il a de l'allure. On a eu. On dirait Bassara. Est-ce qu'on dirait pas Bassara en fait Honnêtement, je pense qu'ils ont regardé ce qui s'est fait sur Marvel Ultimate Alliance. Ouais. Et ils se sont dit, la stylisation, ça a du bon. On va styliser comme ça. Et franchement, ça passe super bien. Ouais. Ah, mais c'est aussi une très bonne idée dans la mesure où, de toute façon, techniquement, ils peuvent pas suivre. Ils ont bien vu avec Dynasty Warriors 9 que techniquement, ils arriveraient jamais à être aussi beaux que les autres. Donc il faut tricher, il faut mangaiser, il faut comicsiser. Si tu perds la bataille de la technique, il faut la gagner sur la direction artistique. Donc autant faire un truc que les blancs savent pas faire et donner un côté comme ça illustration. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air Tu super, peux, hein. est-ce que tu fais des graphismes réalistes moches ou est-ce que tu fais des graphismes comics? En plus, je dis mangaisé, mais pas du tout. Il y a cette espèce de pâte à l'encre qu'ils ont mis là. Ça fait vraiment penser aux comics chinois qu'on a très très peu eu en France, mais qui sont sortis notamment aux États-Unis par une maison d'édition hongkongaise, où tu avais cette espèce de style pseudo-réaliste mais sublimé avec des grandes mèches de cheveux. Donc on retrouve un peu chez Ikegami Avec au Japon. des noirs très marqués. Ouais, c'est vrai, tout c'est à vrai. fait. On a plein. Et c'est comme ça que tu gagnes en fait. Est-ce que c'est pas le jeu qui pourrait revitaliser la franchise après donc Hyrule Warriors l'ère du fléau, qui a quand même accoutumé un peu les gens au gameplay Warriors? Et aussi, bah voilà, là on vise clairement le public de Sengoku Basara qui a complètement disparu de la circulation, avec des Oda Nobunaga et Akichi Mitsuhide, ils sont sublimes, Regarde le des perso. designs ancrés. Regarde les persos, ils ont l'air complètement bassaraisés, quoi. Ils ont Des une beaux gosses. Ils ont une personnalité. Je veux dire, on adore Musso. Mais honnêtement, les phases de discussion de Musso, c'était JPEG contre JPEG, blablabla, c'est parti pour la baston. Et là, regarde, il y a vraiment on dirait qu'ils leur ont donné des personnalités, une mise en scène, enfin vraiment, il y a un truc vraiment intéressant. C'est la bassarisation de Musso, et moi, J'ai tellement hâte. j'ai envie d'y jouer. Ah ouais, et puis on a eu 5 mousseaux à la sortie de la Switch et puis après plus rien. Et Donc, upgrade gratuite sur là, ça PS5 manque. Series X, donc ça veut dire que on va bénéficier au moins d'un framerate tout à fait correct. Non, mais c'est tu y mine de crois. rien plus que la version Moi, Switch. j'aime bien Tu y crois. Ah mais franchement ouais, c'est cool. Ah, moi j'ai très hâte, hein. C'est un des jeux que j'attends le plus là pour le printemps, miam miam. Ouais. Parce que de toute façon, a priori, Dynasty Et Warriors en plus, 9, il sort avec un peu d'avance au Japon, ce qui nous permettra d'avoir le petit plus Gaijin Dash. Voilà, et ça, c'est oui, pas, c'est c'est pas vrai. de refus. Hein. Alors que un jeu de confinement, je dis pas non en ce moment. Alors j'ai l'impression que le Dynasty Warriors 9 Empire, qui doit sortir depuis... Ouais. J'ai l'impression que c'est Galère, compliqué, hein. Ouais. galère à le finaliser, effectivement. Mais quand même, la seule émission là. Où on s'enthousiasme déjà, à fond. waouh, putain, Musso. Il en faut une. Ouais, heureusement. Est-ce qu'il en faut une également pour s'enthousiasmer sur The Caligula Effect 2 ?
Donc le RPG qui va sortir cet automne. Comme toujours, on est le jouet d'une IA maléfique vocaloïdée. C'est Furiou, toujours, un studio qui a eu son heure de gloire sur Gamecult, avec pas mal de projets. Et là, ils vont le ressortir. Là encore, le jeu de base était vraiment atroce. Bon, ça gagne un petit peu ça monte un peu en puissance, mais on reste quand même. Donc il y a des studios quand même qui se disent bon, Persona sort pas cette année, là, on met toutes nos billes là-dedans. Tout à fait. On part sur d'autres dates de sortie. 27 mars, ce sera la version finale de Didlit in Wonder Labyrinth, donc le Metroidvania Lodos, dont on parle régulièrement dans Gaijin Dash. Et on a hâte de l'essayer. Si ça se trouve, à l'heure où l'émission sera diffusée, je serai en train d'y jouer. Je croise les doigts. Je l'aurai aussi. Je pense pas qu'il sera très long, mais en tout cas, je pense qu'il sera très plaisant, ça c'est sûr. Et puis voilà, Didlit, c'est l'héroïne de notre enfance. Gros retard également. Juste, tu me permets, il y a un gros engouement en ce moment sur les Metroidvania. Alors il n'y a pas que Hollow Knight, mais il y a récemment disponible sur Switch et sur Xbox, il y a Touhou Luna Nights. Oui, du même studio, Team Ladybug. Et c'est tellement bien. Putain, j'y ai essayé hier. C'est dur, hein. C'est de la belle mécanique, mais Touhou Luna Nights, c'est vraiment super. 8 labels sur Gamecube. 8 labels, et c'était Pipo qui l'avait testé à l'époque, et je lui ai dit, putain, ça sort quand sur Switch? Il dit bientôt. J'ai attendu, je l'ai vu en sol. Il a mis du temps à sortir, mais mais je suis surpris que les pics fassent aussi mal dans Touhou Luna Nights. Regarde la qualité de ce pixel art, c'est vraiment. Et surtout la mécanique la mécanique d'arrêt du temps, en fait. Ouais. Ça, c'est vraiment. En plus. À ce niveau-là, c'est des maths, quoi. C'est vraiment. Ouais, faut bien enchaîner les séquences. C'est vrai que. C'est magique. Quand tu comprends, quand ça. Là, c'est moi qui joue. Non, je déconne, mais en tout cas, ça pourrait être moi parce que j'ai vraiment du mal. Moi, il y a eu des moments où j'ai merdé, mais il faut appréhender la mécanique. Mais c'est bien d'avoir un Metroidvania qui est pas tranquille. Hollow Knight le faisait déjà, mais c'est bien d'avoir un Metroidvania qui est un peu plus exigeant, un peu plus musclé, quoi. Ouais, tout à fait. Franchement, c'est une bonne période pour les Metroidvania. Gros retard pour Idolmaster Starlight Season. On pensait qu'il arriverait le 27 mai et finalement. C'est une bonne nouvelle pour les fans de Berserk. C'est vrai. Finalement, il arrivera le 14 octobre, donc ça fait quand même 5 mois dans la vue. Et c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Il y a eu d'autres jeux à repousser. Donc là, on voit Starlight Season, donc c'est toujours jeu de management sur la de groupe prod de ce jeu, mais je me demande si c'est pas justement parce que avec la sortie du jeu, il y aura des concerts virtuels et que tu peux pas rassembler la foule comme ça. C'est mon hypothèse. Ou alors c'est peut-être simplement la question du Covid qui est à entraîner. Oui, c'est ce que je dis. Si on ne peut plus faire bien sûr, oui. Non, je pensais que c'était au niveau du développement, plus que pas au niveau de la promotion. Si j'ai dit que pour Berserk, évidemment, c'est que l'auteur est très très fan de Idolmaster. Et la blague au Japon, c'est que les années où il y a un Idolmaster qui sort, tu sais que Berserk va prendre du retard. Effectivement. Donc voilà, là c'est bon signe. Autre retard, c'est pour Guilty Gear Strive qui lui est repoussé au 11 juin. Là aussi, on aura sans doute l'occasion d'en parler dans Gaijin Dash. Et on va terminer ce point news qui était quand même bien chargé. Et puis t'es allé vite, Ouais, je me suis dit, on a après, il faut laisser de la place à Monster Hunter. Justement, on va parler de Monster Hunter. C'est qu'on te voit pas ta bouche, donc on sait pas quand tu parles. T'étais à fond. Monster Hunter Stories 2 aura droit à une sortie mondiale. Ça, c'est la petite surprise. Le 9 juillet, sortie mondiale pour Monster Hunter Stories 2. Est-ce qu'ils vont pas se bouffer un peu la gueule? Je me pose la question. Effectivement, Monster Hunter Stories, c'est la version RPG pour les kids et pour les autres de Monster Hunter. Voilà, bon, ça va sortir sur Switch, sur PC, sur d'autres... Switch et PC, je sais plus s'il y a d'autres plateformes qui sont concernées. Et donc, 9 juillet, localisé, tout ça, enfin vraiment... Capcom continue d'essayer de croire en cette franchise pour rajeunir la cible et le public. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais on va en parler dans le gros segment... qui lui est consacré. Je suis pas certain qu'il ait autant de succès qu'on le voudrait sur la Switch. Ah ouais? Ouais, parce que toute la communication au Japon passe sur vous jouiez à la PSP quand vous étiez jeune, et aujourd'hui vous jouez sur Switch. Mais est-ce que ces gens-là qui, à la sortie du collège et du lycée, se retrouvaient dans les cafés pour jouer dans les McDo pour jouer à la PSP, voilà, aujourd'hui ils ont une trentaine d'années. Déjà. Est-ce qu'ils ont la PSP c'est vieux Donc est-ce que ces gens-là qui ont une trentaine d'années aujourd'hui ils vont remettre le couvert? Eh bien c'est ce qu'on va voir. Petite transition, petite jingle de fin de point news, attention.
C'est ce qu'on va voir dans le gros segment consacré au jeu du mois et peut-être l'un des jeux japonais de l'année, c'est Monster Hunter Rise. Et justement, Daniel, tu voulais intervenir sur ce sujet de la nostalgie autour de Monster Hunter, peut-être ? Ah non, juste pour dire que je pense au contraire, je pense que ça va cartonner. Et au contraire, je pense avec Monster Hunter, on est dans une licence qui, comme Pokémon, recrute des nouveaux membres. En fait, c'est une licence qui est pas fermée. À chaque fois, on voit les ventes sont exponentielles, qu'elles soient sur 3DS. Sur PS4, enfin vraiment les ventes à chaque fois elles sont toujours en rendez-vous et en fait c'est parce que à chaque fois il y a des nouvelles personnes qui arrivent et voient les gens qui y jouent et ils se disent ah j'aimerais bien y jouer et il y a un truc de parce qu'avant je crois que c'était vraiment dans les tout premiers Gaijin Dash, j'avais dit c'est un peu comme la clope quoi, tu vois, c'est parce que il y a un phénomène culturel, les gens ont envie d'être un groupe et les gens ont envie de s'intégrer, ils font ça. Là, on est au-delà de ça parce que maintenant Monster Hunter est devenu vraiment très accessible, on va le voir sur Monster Hunter Rise. Maintenant, il y a vraiment un truc plaisir et de recrutement de nouvelles générations et ça c'est vraiment le truc qui je pense va être le signe de la réussite de Monster Hunter Rise au Japon. Je pense qu'on vise un très très gros score là. Bah oui, parce que la plateforme au bon moment. Depuis le début de Gaijin Dash, donc il s'est écoulé bientôt 5 ans déjà. 5 ans. Bah, le statut de Monster Hunter a quand même vraiment considérablement changé. Ouais. Il le doit notamment à Monster Hunter World sorti en début 2018, voilà, qui a été le moment où la série a explosé, qui en Occident, voilà, bien sûr, évidemment. Il faut le dire, hein, nous, Pouillot, moi et Greg, on se moquait un peu de Monster Hunter à tout début parce qu'il a fallu trouver notre moment pour lequel sauter dans le il a fallu qu'on brise cette espèce de barrière. Et moi, je crois que c'est vraiment avec le 3, moi. Hein. C'est vraiment c'est le 4 Ultimate, donc le 4 sur 3DS, parce qu'il fallait bien quelqu'un pour le tester, et du coup, je me suis proposé. Et il faut dire aussi que le 4 est super. Déjà, il était super. Et enfin, sur 3DS, donc c'est notamment sur 3DS XL, c'est ça, il y avait enfin ce foutu stick droit. Qui permettait de réajuster la caméra. C'est-à-dire que Monster Hunter, quand il est sorti sur PS2, je rappelle que le stick droit servait à frapper et non pas à réajuster la caméra. Putain, c'est vrai. Tu te souviens de ça, quel enfer. Et ensuite, quand il a explosé sur PSP, ça demandait quand même une sacrée expertise, la fameuse prise pince de crabe, qui, où il fallait quand même se contorsionner. Légendaire de la PSP. Pour un jeu qui était en plus à la fois hostile et très difficile. Donc le principe de Capcom, ça a été de reprendre cette formule-là, de enfin la streamliner, comme on dit, de la rendre beaucoup plus accessible. C'est passé étape par étape. Il y a déjà eu Monster Hunter 4 et Monster Hunter 4 Ultimate, avec les fameuses attaques rodéo, avec la prise en compte du stick droit, d'abord avec le Circle Pad et ensuite avec les modèles de 3DS. Et ensuite est arrivé Monster Hunter World, qui l'a démocratisé à la fois le online et a tout simplifié en termes de chasse, en termes de track. Tu ramasses les trucs automatiquement, ça devient des potions automatiquement. Voilà. Et puis il faut voir, c'est qu'au tout début, sur les versions PS2, tout était compliqué, c'est-à-dire tu pouvais pas grimper, le moindre petit monticule tu peux pas le gravir, il fallait remettre ton arme, enfin c'était pas des jeux faciles, d'accès. Et là les monstres en mettaient plein la gueule, t'avais le principe des parcelles avec des temps de chargement parasites, c'est ça qui est complètement éclaté avec Monster Hunter World. Bref, Capcom savait qu'il avait de l'or entre les mains et pour une fois, c'est Capcom being Capcom, hein, ils savent qu'aussi, ils savent parfois réfléchir au destin de leur franchise. Ils ont décidé de tout décloisonner finalement et de rendre le jeu quand même beaucoup moins imperméable aux nouveaux venus. Et épisode après épisode, on voit ce streamline dont tu parles, c'est comme s'ils avaient vraiment beaucoup de gras et qu'ils ont taillé dedans. Et honnêtement, avec Rise, je crois qu'ils arrivent à je sais pas comment aller plus loin, quoi. C'est vraiment un jeu génial, quoi. Ah, génial, carrément. Ah ouais, je kiffe Rise, mais alors d'une force. Est-ce que ça n'a pas trait déjà au fait de pouvoir escalader un peu partout grâce à l'une des mécaniques principales du jeu. La verticalité, ça change beaucoup de choses. Hein. Le philoptère, et donc, comme tu le dis, Greg, la verticalité dans le game design. Alors, on avait déjà un petit peu cette verticalité-là dans Monster Hunter World avec différents plans. Oui, il y avait différents plans dans lesquels tu pouvais évoluer. Tu pouvais pas spider-maner comme tu peux le faire là. Ah non, mais là, tu peux virtuellement pas tout grimper, mais t'as quand même vraiment beaucoup de choses que tu peux grimper. Surtout, ça, c'est vraiment, alors on va en revenir parce que tout le monde pensait que le chien c'était pour l'ambiance Japon féodal. Oui, un peu genre Dogos, tu vois, genre, les gens aiment bien les bonbons chiens et moi le premier.
Et là, le fait de rajouter un chien qui te fait accélérer Ça change tout. 3 fois plus vite la zone, c'est génial. Pour poursuivre, on a joué tout à l'heure, évidemment, disclaimer, hein, Pouillot a fini le jeu 4 fois, il est ultra stuffé par rapport à nous. Donc je devais le rattraper parce qu'il était parti je sais pas où et je connaissais pas du tout l'endroit où il allait. Et ben je suis monté à dos de chien, sinon sans ça je l'aurais jamais rattrapé. Parce qu'il connaît tous les raccourcis. Et le chien te fait raccourcir tout, mais en plus tu peux quand même ramasser des objets quand t'es sur un chien. Tu peux aiguiser ton arme quand t'es sur un chien. Ça change la vie. Et ça, putain, on arrête j'aiguise mon arme et le jeu s'arrête. Alors justement, est-ce que tu penses que ceux qui aimaient aussi Monster Hunter dans sa formule très traditionnelle, très un peu laborieuse, c'est ça aussi, c'est vraiment les préparatifs, j'aiguise mon arme, je bouffe mon rôti, je vais à la cuisine, je bouffe mon rôti quand l'endurance est dans le vide, je fais mes crafts à la mano. Est-ce qu'il risque pas de trouver justement que le jeu fait beaucoup de concessions? On s'en fout. Je peux pas dire. Greg, peut-être t'as un avis là-dessus. Moi, je sais pas. Je sais pas ce que peut penser un lancier qui veut que ça reste hardcore et pas accessible, en fait. Mais je sais pas si les gens, ils ont envie que ce soit dur. Enfin, il y a la difficulté inhérente au jeu, c'est-à-dire que le monstre a plus de points de vie, etc. Et après, t'as la difficulté d'accès. Je sais pas si quelqu'un peut se plaindre. Est-ce qu'on va regretter le fait dès que tu utilises une potion, tu mets des plombes à te Mais tu te souviens pas, on en avait parlé, t'en avais chié juste après Monster Hunter World, t'étais revenu sur celui d'avant et t'avais dit que c'était hyper compliqué de revenir à un ancien Monster Hunter parce que tout était désautomatisé, il fallait que tu refasses tout à la main et c'était pénible. Ouais. Bah ouais, c'est un peu comme quand tu gagnes en ergonomie dans Monster Hunter comme dans la vie, c'est difficile de revenir en arrière. Moi je vois quand je joue à un nouveau RPG, première chose que je regarde, c'est s'il y a le mode auto-battle. Parce qu'il y a certains jeux qui t'ont proposé l'auto-battle avant. Et s'il n'y a pas l'auto-battle, quand tu es à un endroit où tu dois farmer, c'est hyper chiant en fait. Et c'est ce genre de fonctionnalité qu'on t'apporte, c'est très difficile d'en revenir après. C'est vrai. Et on parle de maniabilité, d'aisance, mais surtout aussi, on peut le dire, c'est que Monster Hunter Rise est beaucoup plus simple. Mais alors beaucoup. Oui, c'est vrai qu'il est. Il est d'une. Alors j'ai mis en intertitre Monster Hunter Easy Type. Alors c'est vraiment easy dans le sens où moi quand je jouais solo, il y a des fois où le monstre il se barrait parce qu'il en avait ras-le-bol. Je le maravais. Au bout d'un moment, il voulait pas mourir. Ouais. Il se casse. Là, c'est jamais arrivé, mais en solo. Ça doit. J'ai dû gagner genre 9 fois sur 10, même plus, quoi. C'est vraiment en solo, hein. C'est le jeu des raccourcis pour tout. Les raccourcis pour tout, les raccourcis dans le village quand tu veux te déplacer rapidement, le raccourci des temps de chargement parce qu'ils sont incroyables, ils sont ridicules, invisibles, ils sont super. Chouette, hein, ouais. Souviens-toi de Monster Hunter World quand tu voulais lancer une quête ou machin et t'attendais 1 minute, c'était interminable. Là, tu veux te déplacer d'un bout à l'autre du village, t'as même pas le temps. T'as pas le temps de lire le truc. Il n'y a pas de SSD, rien du tout. T'as pas le temps de lire l'indice. L'indice, c'est déjà passé. C'est ouf. C'est le raccourci donc pour l'artisanat, c'est le raccourci... c'est super pratique, hein. Tu vas chez le forgeron, il dit tu veux ça, tu peux avoir ça, hop, clac, clac. Les captures sont plus simples, je trouve. Les captures, t'as pas besoin de miner 3 fois, t'as plus de pioche, t'as plus de filins pour pêcher, tout est pensé pour aller directement dans le vif du sujet, dans la chasse, j'en mets plein la gueule aux monstres. D'ailleurs, les monstres apparaissent... Le fait d'avoir la minimap en intégralité, c'est pas rien. T'as pas cette espèce de radar comme avant. Tu vois tout d'un coup qui est affiché en bas à gauche de l'écran. Donc tu sais exactement où est le monstre. C'est peut-être même genre le seul truc qui est pas lisible parce que genre sur la petite, c'est genre parfois ça t'affiche quand même l'essentiel, c'est que tu sais où est le mec. Ouais. Alors tu sais où est le mec et tu peux repérer avec le système de lock. T'appuies sur le bouton R. Et du coup, ça te permet de locker un des trois monstres importants d'un des grands monstres de la map. Et du coup, tu peux te diriger automatiquement. Et quand tu arrives à portée du monstre, ça auto-lock le monstre. Ouais. C'est un truc réglable, hein. Bien sûr, on peut l'enlever. On peut jouer plus hardcore, hein. On peut enlever des trucs dans le mode option, mais il y a quand même des options de confort qui sont vraiment très intéressantes. Et puis toutes les arènes sont pensées pour avoir donc les insectes qui étaient déjà là dans Monster Hunter World, mais là donc t'as la Vita Guêpe qui apparaît ici et là. Ouais. C'est même plus le chat qui te les propose, hein. C'est les guêpes sont là directement sur le terrain. Ça et t'as plein de petits bonus
disséminés là aussi sur toute la map, dont certains qui sont permanents. C'est-à-dire que tu vas bouffer déjà au resto avant de ta quête, mais ensuite, une fois dans ta quête, t'as des insectes pour booster, qui font monter tes stats, monter ta vie, monter ta défense, monter ton attaque, monter ton endurance, et c'est des bonus qui restent jusqu'à la fin de la quête. Donc t'as tout intérêt quand tu vois que tu commences à galérer. T'as aussi des arbres empoisonnés, t'as tous ces trucs-là. C'est vraiment... et ça s'inscrit totalement naturellement dans l'écosystème en plus. Il y a beaucoup de systèmes et au bout d'un moment, il y a une espèce d'avalanche de systèmes qui font que ok, si tu trouves ça dur, c'est pas grave, il y a un autre truc qui va rendre le jeu beaucoup plus simple. Par exemple, là tu parlais de la Vitaguep, mais il y a aussi ton chat. Ton chat, il est là il va planter une plante qui va te rendre de l'énergie et rendre de l'énergie à toute ta team. Et si c'est pas ça qui va te rendre de l'énergie, c'est un autre truc qui va te rendre de l'énergie. Il y a plein. Et puis il est vraiment au taquet, le chat. Dès que t'es empoisonné, pouf, il plante le truc qui te dépoisonne. Ouais, non, il y a vraiment. Alors, on peut orienter son chat en mode attaque, ou on peut plutôt le faire en mode healing. Oui, ça c'est bien, c'est que tu peux changer son caractère. Et en plus changer son équipement, mais tu peux aussi changer l'équipement du chien, puisque le chien lui aussi il attaque. Et en plus l'équipement vient pas trop mordre sur toi, ton loot à toi, puisque c'est à partir des débris que tu vas réaliser en forgeant tes armures que tu vas pouvoir équiper les palicots avec ton palico. C'est ça. Alors bien sûr, des fois il faut sacrifier certains éléments parce que t'as pas tous les débris nécessaires. Mais néanmoins, ça te permet de customiser, de mettre à jour, entre guillemets, les stats de tes compagnons quand tu joues solo, sans avoir, toi, à aller piocher dans ce qui va pouvoir te servir éventuellement. C'est, voilà, tout est simple, tout est fluide. Là, on a vu des duels de monstres aussi. Oui. Ça aussi. Alors, ça fait partie de. Il y avait déjà les rodéos avant. De la qualité de l'écosystème de Monster Hunter, c'est que c'est vraiment pensé comme un vrai jeu de chasse. C'est pas juste un beat de mall géant. C'est qu'il y a vraiment différentes interactions. Ils ont vraiment pensé, mais ils le montrent très souvent pour les pros de Monster Hunter. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que désormais, la nuit, tel monstre il fait ça, tel jour il fait ça, et on peut amener tel monstre voir tel autre monstre parce que s'il se bat, il va l'attirer avec une senteur. Voilà, il va lui péter un truc, alors du coup il sera plus facile à battre après. Enfin, c'est tous ces éléments. Ça reste tactiques. Quand même un peu scripté, cela dit. Hein. Bien sûr. Tu sais que dès que tu as deux monstres dans une même arène, tu sais qu'il y en a un que tu vas pouvoir chevaucher et que tu vas pouvoir ou les deux. Un ou les deux, des fois tu en as trois sur la même zone. Ça, c'est assez hallucinant. Le truc qu'il faut faire pour si on veut chevaucher un monstre, c'est qu'il faut le percuter avec un autre monstre. Mais on a plusieurs choix. Par exemple, tu peux percuter avec un autre monstre et sauter même jusqu'à 3 fois sur le même monstre. Ou alors, tu captures le monstre et tu tapes l'autre. Et à ce moment-là, tu tapes jusqu'à ce que ta jauge en bas. Là, il y a une jauge de monstres qui se remplit, et dès qu'elle est remplie, tu peux balancer une super attaque finale qui peut empoisonner, qui fait beaucoup de dégâts. Et non seulement ça fait beaucoup de dégâts, mais en plus ça fait pleuvoir le loot sur la créature que tu cherches à choper, puisque le loot c'est quand même la clé de la progression. Il n'y a pas de stats, on le rappelle, il n'y a pas de stats, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de choses comme ça. C'est avec le loot que tu vas pouvoir te crafter des armures et des armes plus puissantes. D'ailleurs, merci Pouillot. Tout à fait. C'est pas fini. Hein. Pouillot, la journée n'est pas finie. Non, parce qu'il faut aussi préciser que moi j'ai toujours été nul à Monster Hunter. Ça fait partie de ces jeux où je n'arrive pas à me mettre dans la maniabilité, c'est-à-dire qu'il y a l'inertie du personnage, le timing des coups, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal, et je pensais que celui-là j'allais enfin y arriver, tu vois, j'ai eu un faux espoir avec Monster Hunter World, celui-là je pensais vraiment que j'allais y arriver, mais j'ai un vrai problème de lisibilité, de timing, quoi. Je voulais y venir justement. Est-ce qu'on dit le jeu est plus accessible, le jeu est moins hardcore, voilà, c'est Monster Hunter Easy Type. Ça reste quand même la maniabilité. C'est plus facile si tu maîtrises le jeu, mais si comme moi t'es mauvais au jeu, ça reste un challenge. T'es quand même noyé sous les fenêtres de tuto dès le départ, c'est l'enfer. Ça a été. Je sais pas quelle arme prendre, et l'arme en plus t'as des manipulations qui restent toujours aussi. C'est X pour frapper, c'est X plus A pour réaliser certaines attaques. T'as en plus les attaques fil de soie qui viennent s'ajouter, donc ça veut dire que tu dois appuyer sur ZL, charger ton truc. C'est pas non plus le jeu le plus limpide du cosmos. Et surtout, le truc, c'est qu'en simplifiant beaucoup de choses, tu rajoutes tellement d'options. C'est-à-dire que ma première heure sur Monster Hunter, j'arrive, je suis dans le village, il me dit alors tiens, tu vas avoir un chien. Ok, j'ai un chat, et tu vas aussi avoir un chat. Alors, ok, mais alors pour monter sur le chien, c'est ça, mais pour changer le chat, c'est ça. D'accord, donc tu es en train de digérer le chien. Alors attention, si tu veux prendre des photos, c'est ça. Le hibou. Parlons du hibou. Oui, alors voilà, si tu appelles le hibou, alors c'est la même touche que le chat, mais il faut appuyer sur O avant.
Pardon. Alors t'es là, C'est marrant parce que... tu n'as pas commencé le jeu, t'as déjà 3 bestioles. C'est marrant parce que c'est exactement les mêmes. Les gens me demandaient mes impressions. Je dis, écoute, on te balance un système, on me balance les philo-bidules. Et là, le temps que j'essaye de comprendre, on t'a déjà rebalancé un autre système qui rend... T'inquiète pas, c'est comme si le jeu te dit, attends, t'as pas compris le système précédent, c'est pas grave, on a encore ça qui va te rendre le jusqu'au jeu. bout, hein. Il le va jeu t'envoyer plus facile. plein de fenêtres jusqu'au bout. Et Ça Greg- n'arrive pas. Et en plus, alors, idée géniale, les 2 meufs qui te filent les quêtes, elles sont jumelles. Laquelle? Alors, il y en a une qui s'appelle Imika et l'autre Imiko. Enfin, Inoa et... oui, ouais. voilà. Enfin, elles se ressemblent. Alors, t'as même pas le temps d'apprendre. La base, tu vois, genre le village, genre là, il y a ça. Va voir ma sœur. Putain, laquelle? Bah oui, parce qu'en plus, le village est fait de telle façon que tu trouves tout. Enfin, t'as tout qui est disséminé dans 3 endroits différents. Mais il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre qu'il y a certains trucs qui sont dédiés aux multijoueurs. Oui. Donc, la grande salle. Il y a des trucs pour les chats et les chiens. Voilà. Parce que tu peux entraîner ton chat. Tu laisses tes chats comme Pouillot, tu les laisses en stage. En stage, voilà. Et Ils s'aguerrissent, mais cet endroit-là où ils vont s'aguerrir, tu peux également trouver à 2 autres endroits Oui. dans la map, mais tu sais pas au début que c'est exactement la même chose. Il y a les miaoursornaires. Les miaourcenaires qui vont aller looter pendant que toi, passivement pendant que toi t'es en quête. Alors, moi, ce que. T'as plein de systèmes, je trouve ça, qui viennent super. changer. Je veux juste Vas-y. je veux pas te spoiler d'un truc, mais quand t'as fini le jeu, il y a encore des tutos qui Mais oui. arrivent. Parce qu'il y a des systèmes qui se débloquent après la fin du jeu. première fin du jeu, c'est une fin. Alors ça, c'est ouf. C'est la fin du tuto, en fait. D'envoyer. Oui, c'est la fin du solo, la fin du tuto solo, parce que on t'envoie la fin après 12-13 heures. Moi, je l'ai eu en 12 heures. Moi, j'ai eu un peu J'ai plus. foncé Moi, que les c'était quêtes 20 heures. de Moi, base. c'était 20 heures de jeu. ouais. Je devais tester, donc j'ai fait que Ah les ouais, mais quêtes moi, obligatoires. j'ai fait toutes les merdes. Ouais. Générique de fin, et tu te dis, mais c'est pas possible, Monster Hunter, c'est 100 heures, c'est pas 12. Et en fait, tu t'aperçois que c'est vraiment. T'as même pas fait un quart du jeu. C'est la fin du tuto. Ensuite, le on te dit, endgame. Bravo d'être allé Et jusque-là. je crois honnêtement, Mais il y a plein de gens qui vont s'arrêter à cause de ça, je suis sûr. Monster Hunter est connu pour être un jeu avec un endgame assez puissant et monter en puissance, le high level et tout ça. Et là, là, ça arrive vraiment, c'est en 10 heures, 15 heures à tout casser. Et tu peux y arriver. Et après, on te dit, va faire les cartes multijoueurs, et là, tu vas voir, c'est un peu plus corsé. Et là, les cartes petits joueurs, elles sont un peu plus corsées tout de suite. Moi, je les ai fait au fur et à mesure. Je les faisais en parallèle. Je faisais une là. Et en même temps, le vrai plaisir de Monster Hunter, c'est pas tant les fins que de jouer avec ses potes, quoi. Oui. Et ça, par contre, à partir du moment où on a pu jouer en multi, ça, il faut le dire, on a quand même du bol parce qu'ils nous l'ont envoyé assez tôt. Donc, on a pu Et tester. les serveurs étaient ouverts. On a pu tester. Merci Capcom. On a pu tester en profondeur et tout ça. Dès que t'es en multi, là, ça devient un autre jeu. Ça change tout, ouais, bien sûr. Et c'est pour ça que j'allais dire, la ville, elle est complètement alambiquée et tout ça, mais dès que t'es en multi, c'est plus agréable. Tu vois, il y a ce côté MMO où ah bah attends, moi je vais acheter mon truc, ah bah attends, moi je vais aller parler à l'armurier. Enfin, ça rend la ville vivante et elle est conçue comme ça, mais quand t'arrives et que t'es seul. Et puis par rapport à. Et t'es là, waouh! La ville est tellement plus agréable à visiter Par que rapport au World. navire de Monster Hunter World avec les passerelles, les j'en machins pouvais et tout, plus, c'était j'en l'enfer. Mais ça, c'est vrai que c'était ouf aussi. Hein. Et là, tout est limpide. Là, tu te téléportes de zone en zone. Et puis, si tu te téléportes pas, c'est pas grave, t'as le chien qui te fait Là, c'est avancer le marché, deux fois quoi. plus T'as le vite. fromager et le boucher à côté, quoi. C'est vraiment. C'est exactement ça. Ouais, c'est idéal. Et effectivement, donc se retrouver pour les quêtes, c'est pas compliqué non plus. En plus, t'as un système de like qui te permet de regrouper plus facilement avec les gens avec qui tu groupes régulièrement. Et puis ça marche bien hein. Pour nous les parties qu'on a faites. Alors bien sûr maintenant les connexions sont bonnes, à part l'absence de chat vocal. Bon, vous avez utilisé Discord parce que moi j'ai pas utilisé. Mais Alors il faut le dire, Pouillot, il arrive en fin, il donne 2 coups d'épée et paf, il a tué le monstre, et il est tout content et il se casse avec le loot. j'arrive quand j'ai le temps, c'est ça le truc. Et ensuite il dit ouais, je suis rédac chef, j'ai pas le temps. Mais non, en tout cas ça marche très bien et voilà, c'est vraiment le jeu du Il faut rapide, préciser le jeu aussi du qu'on peut plaisir. jouer en local. Oui. Ah bah oui, bien sûr. Ça, c'est la base. Et puisque tu aimes être complet, Pouillot, il faut parler quand même, et moi j'y ai joué pas mal avec Alice, il faut le dire. J'ai joué au mode qui s'appelle en anglais, il s'appelle Rampage, et c'est un mode de jeu spécial qui est un tower defense en fait. Les calamités en français. Les calamités en français. Et c'est... Alors en solo c'est chiant, c'est pas... j'aime bien moi En aussi. solo c'est ok, mais en multi... Mais c'est trop génial en fait. En fait, le but, t'es dans ta base et t'es attaqué par des milliards de monstres. Et du coup, tu dois placer des canons différents parce qu'il y a les canons mitrailleurs, il y a les gros canons qui balancent des boulets, il y a les trucs anti-aériens et des pièges aussi, bien entendu. Et tu dois les placer à différents
place de cette base, et tu dois faire des murs de défense parce qu'il faut défoncer tous les monstres qui arrivent, et c'est génial. Il y a plein de trucs. D'abord, il y a plein de matos à looter, donc c'est vraiment pratique de faire quelquefois ça. Et surtout, la difficulté, elle va graduelle, et il y a des monstres. C'est ça que je trouve intéressant, et en plus, on le voit dans le jeu. Il y a du terraforming, c'est-à-dire les monstres, ils cassent vraiment les trucs physiquement. Ça, c'est un truc aussi important dans Monster Hunter Rise, c'est qu'il y a de plus en plus d'interactions avec l'environnement. C'est-à-dire, ils vont péter des maisons, ils vont péter des cailloux, ils vont péter des rochers, ils vont péter. T'as l'impression que c'est un monde un peu plus vivant à chaque fois. Ça leur fait pas de dégâts, hein, contrairement à Monster Hunter World où quand t'envoyais le gros rocher sur la gueule, ça lui ruinait sa jeunesse. Non, mais par contre, ça fait que le monde est un peu plus vivant à chaque fois. D'ailleurs, ça paraît toujours bête à dire, mais c'est vrai que c'est à nouveau un Monster Hunter où tu vois les dégâts apparents. Ça, c'est bien, ça. Ouais. Ce qui n'était pas le cas. Donc tu peux mieux jauger tes DPS. À la base, Monster Hunter, c'est un jeu qui ne t'offre quasiment aucune information sur l'état du monstre. C'est toi qui dois l'évaluer. Faut le voir baver, faut le voir si titube, ce genre de choses. Ouais. Et là, de plus en plus, le jeu t'offre, on disait, il t'offre des raccourcis. Là, t'as carrément le chat qui vient de te dire, ça y est, il est à point pour la capture, pose ton piège. Ça, c'est dingue. Le fait c'est vraiment genre, t'as même plus besoin d'analyser le monstre et de voir qui titube. Le chat, il te dit, miaou, miaou, piège. C'est très très facile. Si j'étais mauvais langue, je dirais que les joueurs de Monster Hunter sont vieux et qu'ils ont peut-être envie de s'embêter. Non, oui, enfin, ils ont peut-être plus d'aussi bons yeux qu'avant, quoi. C'est-à-dire que quand t'es un ado, tu peux t'éclater les yeux sur les petits écrans de la PSP, genre j'ai vu des pixels de bave, on peut le tuer maintenant. Alors que là, voilà, ils ont tous 30 Est-ce que c'est ça, ou simplement aussi de plaire au public Switch? Faut pas oublier que c'est un public qui a quand même acheté Animal Crossing en masse l'année dernière. Tu vends peut-être pas forcément. Je pense sincèrement que le fait qu'il sorte d'abord sur Switch, puisqu'il va sortir également sur PC début 2022. C'est confirmé, ça, c'est sûr. Ouais, ça a quand même une incidence sur la philosophie du jeu et sur son côté. Vraiment, on va vous simplifier la vie. Bien sûr. Ah oui, si vous êtes habitué à World... Alors, déjà, World, c'était tranquillou, mais alors là, c'est vraiment la... Le seul truc que je regrette de World, c'est ce côté justement un peu explorateur, paléontologue, de genre, je regarde les traces de pas et j'essaye de comprendre mieux. Ouais, mais je pense que le coup des Vita... Comment ça s'appelle? Des navicioles, où t'avais sans cesse cette espèce de flot, cette espèce de paillettes vertes à l'écran, ça a fini par gaver les gens. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi, ouais. Mais alors ici, c'est très facile de se déplacer, quoi. Enfin, la map est affichée tout le temps, donc... T'en penses quoi d'ailleurs des maps globalement? Franchement, ça va. Après, j'utilise pas trop la map zoomée quand t'appuies sur T'as quand même un vrai plaisir de promenade aussi. Ouais. Moi, je trouve que les maps le fait qu'elles soient sur plusieurs niveaux, il y en a certaines qui sont vraiment intéressantes, notamment je pense aux cavernes de lave. Même le temple oublié, le truc c'est que maintenant on l'a ratiboisé, donc on commence un peu à trop le connaître. À chaque fois, il y a toujours des petits éléments que je découvre. Genre, tu montes une montagne et puis t'arrives dans un moment, t'as un petit temple caché avec un petit parchemin qui aide un peu, qui améliore un peu le lore, ou t'apprends une quête supplémentaire ou je sais pas quoi. Tu découvres toujours des nouveaux trucs et comme t'es souvent focus sur les monstres, c'est des choses que t'oublies d'aller regarder, d'aller fouiller un petit peu. Et parfois, ça m'est arrivé, il y a un monstre qui m'a bousculé, je tombe dans le vide, ou je me retrouve pas du tout au bon endroit, et là, je découvre. Et c'est assez rigolo, hein. On était avec Alice, et je lui disais, attends, bouge pas, je suis en train de découvrir le niveau, il y a des nouveaux trucs à looter, là. Alors il y a quand même quelques petites limites à Monster Hunter Rise, qui est vraiment un super jeu, mais qui a des petites imperfections ici là. Il y en a une qui est peut-être pas notée. On sent la sélect là. Non, il y en a une qui t'as peut-être pas notée, mais tu vois, dans Monster Hunter World, tu avais une distinction alpha-bêta entre différents modèles d'armure, donc un qui était destiné davantage aux épéistes et l'autre davantage aux artilleurs. Là, tu as un peu moins de choix dans les sets d'armure que tu vas pouvoir faire. Ouais, mais tu peux customiser des trucs dessus par contre. Ouais, c'était déjà finalement un peu le cas avec les talismans, les joyaux, etc. Mais là, quand même, tu sens qu'il y a certaines armures qui sont davantage orientées jeu à distance et d'autres davantage orientées jeu au corps à corps. Donc, s'il y a un design qui t'a botté, finalement, tu vas te dire, je vais pas tellement m'en servir ou alors je vais devoir changer d'arme. Toujours 14 armes, d'ailleurs. Ouais. Parce que l'armure qui me plaît, finalement, si je l'équipe, je vais pas en tirer le plein bénéfice. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ensuite, d'un point de vue technique, le jeu est quand même beau pour de la Switch. C'est magnifique. Moi, je l'ai trouvé très très beau. Il y a quand même des petits soucis. Super beau. Non mais oui, c'est évident. Mais le RE Engine est quand même. C'est triple. Quand j'y joue sur grand écran, c'est super. Il n'y a pas de.
Par exemple, il y a des jeux sur lesquels j'ai joué sur grand écran et je faisais ouf. Et là, c'est vraiment super. Dans les deux cas, c'est vraiment une très bonne qualité. Et puisque tu parlais de direction artistique plutôt que la technique, la direction artistique de cet épisode, elle est Ghost of Tsushima sous acide, quoi. C'est-à-dire que elle te donne. Vous avez pensé c'est comme le Portable 3. Ouais, vous avez. C'est pas un hasard, c'est le même réalisateur d'ailleurs que Portable Sword, qui est le plus gros succès de la franchise jusqu'à présent sur PSP. C'est vraiment du genre, vous avez aimé Ghost of Tsushima, on va vous en donner. Vous avez aimé le renard, nous on a le chien. Il y a la nana qui chante pendant le village. Ah, mais là ils mettent tous les potards à fond pour que ce soit le carton monumental. Honnêtement, c'est vraiment, il y a tout pour plaire. Les choix esthétiques sont super. Les nouveaux monstres sont mortels. Ouais, ça franchement, le bestiaire, ils les ont le soignés. monstre de la boue, là, j'ai oublié La son... sirène. Celui qui... Il y en a un qui ressemble à une espèce de testicule, mais comme d'habitude, hein, mais il y en a un autre dans la boue, là, qui te balance de la boue à mort dans le désert. L'Acnosum, je crois. Ah, je crois que c'est celui-là. Et franchement, il est super. Les anciens monstres, tu sens qu'ils ont été un peu nerfés parce que... le Mizutsune, il est vénère, hein, celui qu'on voit là. Le Mizutsune, c'est celui qui était dans la démo en plus. Ouais. Moi je le trouve toujours aussi... Il le trouve plus difficile que dans Generations. Il est pas si évident, mais en tout cas, les nouveaux monstres, ils sont super. Et il faut le dire, on peut le dire, il n'y a pas de... Tu vas le dire dans le test, j'imagine, on peut... Je sais pas, c'est pour les... Bon, on verra, on coupera au cas où. On coupera au cas où. Et écoute, le fait... On pense... Quand tu finis le jeu la première fois, tu te dis, putain, mais en fait... Et que tu continues, tu regardes, mais il y a encore plein de monstres que t'as pas vu. Ah oui, la liste de la forge est vide. C'est le Pokédex international. Ah non, mais c'est genre, c'est littéralement, c'est le château inversé de Dracula X, quoi. Ouais. C'est genre, il y a tout ça encore, tu vois. Faut quand même attendre un certain rang de chasseurs, donc 5, 6, 7, on va dire, pour, là, tu retrouves des monstres qui vont t'en mettre plein la gueule et qui sont très longs à battre. Les chasses qui durent une demi-heure, il faut quand même attendre un moment avant de les voir. Hein. Oui, mais en même temps, tout ça, c'est gradué. C'est-à-dire que tu chopes une armure plus forte, tu chopes une arme plus forte, tu joues avec des gens plus affûtés, donc forcément, il y a un truc de nivellement qui se fait, quoi. Globalement, je pense quand même que... Excusez-moi, il n'y a pas eu de nouvelle arme pour celui-ci. Non. Hein. Avec les liens de soi, ils pensent... Il y en a quand même beaucoup qui jouent différemment. Par exemple, le corps de chasse, c'est encore plus breakdance qu'avant. C'est... Bon, ça reste une arme un peu complexe à prendre en main, mais ils ont encore un petit peu simplifié et ils l'ont rendu un petit peu plus grisante à jouer. Et par exemple, le marteau, c'est une arme qui est très puissante, mais généralement, tu as très peu d'allonge. Là, avec les liens fil de soie, tu peux bondir d'un bout à l'autre et mettre un énorme coup sur la tronche du monstre pour le stun. Ça marche très très bien. Enfin, voilà, c'est... Tiens, on voit l'Anjanat. Alors que pour l'insectoglaive que je joue en ce moment, l'insectoglaive, il n'y a pas de... Ça modifie pas vraiment le gros truc. Tu sautes, voilà. C'est très aérien comme jeu. J'ai quand même peur qu'au niveau du endgame, il faille attendre les DLC. Parce que pour l'instant, tu sais, il y a certains épisodes qui sont vraiment gavés en expédition, DLC gratuit. Mais là, globalement, une fois que tu as fini, il y a moins de choses à faire. Faut être assez honnête. Alors, je suis un tout petit peu moins loin que toi, mais j'ai quand même beaucoup joué. Et honnêtement, moi j'attends qu'une chose, c'est de jouer avec tout le monde, en fait. Parce que pour l'instant, on a joué que... c'est sûr. On a joué on a joué à 3, à 4, mais moi je veux jouer avec tout le monde, quoi. Ouais, l'insectoglaive est toujours aussi stylé d'ailleurs. Et ce qui est cool aussi quand tu joues donc les armes à distance, t'actives le gyroscope et c'est vraiment assez fin et pratique de viser directement simplement en orientant la console. Moi, j'aime pas du tout attaquer à distance dans Monster Hunter. Déjà en plus il faut gérer les projectiles, c'est un peu. Mais je sais que pour tous ceux qui aiment le Heavy Bogun et tout ça, ça va être un vrai plaisir. Là, on voit le Tobi Kadachi aussi, qui était déjà dans Monster Hunter World. Ah oui, Tobi Kadachi. Bref. Ah si, il y a un petit truc que je voulais noter, toi que t'as pas noté. Je trouve qu'il y a... J'ai pas noté quoi. C'est pas moi qui fais le test. Je sais pas si Greg, tu l'as déjà ressenti. Je trouve qu'il y a parfois un certain temps de latence. Ah oui, ça c'est ton truc de latence. Ouais, mais même avec donc Alice Anakan, on l'a repéré, c'est que quand t'es lancé en pleine course et que tu veux choper un objet, des fois, il va pas valider la touche. Tu sais pas s'il l'a fait ou pas. Tu sais pas s'il l'a fait ou pas, et des fois, t'es obligé de faire un nouveau détour pour aller choper le loot. C'est un coup à prendre. Moi, j'ai pas eu de problème. Alors, soit il faut anticiper davantage, soit aussi le fait, tu sais, quand tu utilises un objet, t'as quand même un petit temps de latence qui fait que tu ne peux pas choper des objets. Mais néanmoins, il y a quand même beaucoup de moments. Des fois, je suis lancé directement sur mon chien pour aller sauter sur la gueule du monstre. J'appuie sur le bouton saut et il se passe rien. Il y a quand même un petit souci de buffer. T'as mal élevé ton chien, je sais pas. Je sais pas. Mais voilà, en tout cas, j'ai noté ça. Et effectivement, il y a des monstres qu'on n'a pas encore vus qui sont vraiment
Bah là, ouais, celui-là, il est très très stylé. Le Rak Nakadaki, il est très très chaud d'ailleurs. Et bah, tu me diras quand tu l'auras vu. Tu l'as battu seul ? Je dois être. Ouais, mais ça m'a pris du temps. Il est très très endurant. Je dois être aux portes de ça. Ouais. Bon, bah voilà Mais pour Monster Hunter voilà, Rise. Endgame, donc de 50 heures minimum. Quoi. Ouais. Monster Hunter Rise qui a toutes les cartes en main pour cartonner. Je pense que le mois prochain, on va se retrouver et dire Les quoi, musiques. 3 millions de ventes. Les musiques, putain, les musiques. Les musiques sont ouf. Hein. Les musiques sont ouf. Moi, j'aime bien. Hein. Les musiques Ouais. de combat, parce qu'elles Ouais. changent en plus en fonction des. Bah, c'est lui, là, ton En pote. fonction des Almudron. zones. Ah, bah voilà, c'est Almudron, c'est pas l'Axonome, c'est l'Almudron. Ah, moi, je suis très fan de celui-là, en tout cas. Ouais. Et, mais vraiment, il y a des monstres qui sont. Bon, après, il y a juste un truc à chaque fois, et je sais qu'il y a des gens, dont des rédacteurs de Gamecult, qui peuvent pas jouer à ce jeu, parce que ça les rend tristes de voir Des monstres se faire. des animaux. Moi, je les capture. des Je sais pas ce animaux- qu'ils deviennent après. Oui, c'est vrai. Pas vu, pas pris. Ah, mais t'as du loot, même si tu les captures. Ah, Donc, bah, t'as tu du te doutes loot. bien que quelqu'un les a Ouais, découpés c'est pour possible. toi. T'as du loot meilleur, surtout. Bah, c'était dans Monster Hunter World où tu les voyais, ils avaient une petite zone, un petit pré réservé où tu voyais que voilà, tu les Mais- gardais en stock. Mais ouais, non, le coup de. Et c'est un jeu qui au contraire, me fait prendre conscience que tout le truc de. Bah, respecter la faune, les chasseurs respectent la faune et tout ça. Quand tu vois un truc comme ça, qui sont. mais et c'est qu'on est ça à qui est- 4 en train de marrer. Bon, après, ça reste des prédateurs. Hein. Ouais. Ouais. Oui, bien sûr. Ah, Bien bah, alors, sûr. ça c'est drôle ce que tu dis, parce qu'il y a le même. Je fais un petit aparté. Il y a le même problème sur Fortnite. Parce Ah ouais qu'il y a la nouvelle saison de Fortnite là depuis la semaine dernière. Et alors c'est marrant comme parallèle parce que la nouvelle saison de Fortnite, c'est justement la chasse. Tu sais, il y a un thème par saison, et là la nouvelle saison de Fortnite qui a démarré la semaine dernière, c'est en fait la map. Bon, il y a eu une énième explosion dimensionnelle, et la map désormais est sauvage. Et du coup, bah, tu es obligé à la fois de récupérer des matériaux pour customiser tes armes. C'est-à-dire que tu as très peu d'armes comme avant. Tu as des armes toutes pourries et il faut que tu récupères du loot pour les améliorer. Et il y a aussi des animaux sauvages qui t'attaquent désormais. Des loups, des crapauds, des machins. Et c'est en les tuant que tu vas récupérer à la fois des objets pour fabriquer. Alors c'est beaucoup plus simple que Monster Hunter, parce qu'en plus tu le fais à la volée, mais tu vas récupérer des déguisements. C'est-à-dire que par exemple, tu vas tuer 5-6 loups. Si tu as assez de peau, bah, tu pourras te faire un déguisement et te déguiser en buisson et puis niquer un mec par derrière, etc. Mais tu vas aussi récupérer de la viande. Et en mangeant cette viande, bah, tu vas être soigné. Et il y a pas mal de gens véganes parce que forcément, Fortnite, c'est le jeu le plus joué au monde quasiment. Donc, sur l'innombrable nombre de gens qui jouent à Fortnite, t'as beaucoup de véganes finalement. Et t'en as plein qui disent ah non, je peux pas tuer les animaux, je peux pas les manger et tout. Et ça pose un vrai problème dans la communauté où il y a des gens qui disent bah non, je suis désolé, je peux pas tuer des loups quoi. C'est comme les gens qui peuvent tuer les chevaux dans Red Dead et les autres, n'est-ce pas, Pouillot? Bah ouais, non mais c'est vrai, c'est marrant de voir que les jeux sont devenus tellement réalistes, que tu as une telle implication émotionnelle que du coup tu as du mal. Et moi c'est vrai que dans Monster Hunter, c'est vrai que quand tu tabasses un monstre et qu'il commence à traîner la patte et tout, machin, forcément, tu as une espèce de petite projection. Moi, même toujours, à chaque fois que je vois un monstre titubé, je dis, je vais le capturer au moins. Ouais, de toute façon, plus les monstres seront beaux, détaillés, etc., et plus tu vas avoir des chances d'avoir cette empathie. Et c'est drôle de voir ce parallèle à la fois dans Fortnite et là, comme on en parle dans Monster Hunter. Ouais, les gens ont du mal à faire du mal à des créatures virtuelles. Et je veux juste ajouter un truc pour être super complet. Tout ce qui est l'aspect scénario, il n'entrave pas du tout le jeu. Ça passe très vite. C'est des séquences. Les séquences, il faut en dire. Les séquences sont une espèce de. Ah oui, les introductions de monstres. De monstres sont une espèce de no kabuki. Oui, c'est beau. Hein. Ultra bien fait. Ça dure pas longtemps, mais à chaque fois, c'est super bien mis en scène. C'est jamais. Tu peux le zapper si tu veux, mais c'est vraiment à chaque fois, c'est un petit plaisir de découvrir un monstre comme ça. Ah non, mais la direction artistique. Mais il y a vraiment. Il y a que des. Il y a plein de bonnes idées. C'est vraiment. C'est le produit phare de. Tu vois, je suis triste qu'il ne sorte que sur PC. Oui, ça sur Series X, ça serait magnifique. Sur PS5, ça serait très beau. Ouais, mais le fait qu'ils ne sortent que sur Switch maintenant, au contraire, ça va tous nous réunir en fait. Puisqu'en général, on a tous une Switch. Oui. Ouais. Donc, il y a un truc de. Au contraire, moi, j'aimais pas cette génération. PS4, Xbox, où les gens qui étaient sur Xbox, ils pouvaient pas jouer. Ouais, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu le crossplay. Et sans parler des gens PC aussi, qui étaient dans leur coin. Chacun avait son coin, et j'aimais pas ça, alors que Monster Hunter, t'as envie qu'il y ait plus de gens, quoi.
Rendez-vous le 26 mars donc pour Monster Hunter Rise qu'on a bien squatté depuis, mais voilà. Ah ouais, on aura hâte de chasser avec vous, peut-être beaucoup trop chassé. Ouais, bah, j'avoue que j'ai passé beaucoup de temps, mais c'était un vrai plaisir. Mais on va encore chasser, hein. Quand ça va s'ouvrir, quand tout va se réouvrir là. Est-ce que le test sera publié Normalement, on va essayer de faire en sorte que l'émission et le test soient synchronisés. Tu peux donner la note alors. Oui, c'est 8 labels. Ouais. D'accord. Voilà. Allez, attention. C'est quoi? J'espère que ça sera bipé si jamais t'es en retard. C'est vrai. Et bien voilà, on va partir sur le dernier segment de l'émission, c'est le fameux rendez-vous à quoi tu joues si possible à des jeux japonais évidemment. Mais voilà, on va encore peut-être reparler de Capcom. Tiens, une fois n'est pas coutume, je prends la main pour enchaîner, pour transitionner. C'est Ghosts and Goblins Résurrection. Je sais pas si vous avez eu le temps d'y jouer, messieurs. Oui, je vais faire mon mea culpa. Ah bon? Bah oui, parce que j'avais trouvé ça moche. Ah oui, et alors? Et en fait, je trouve une fois que c'est en action et que tu joues, c'est magnifique. Ah. Et autant sur les vidéos, j'avais trouvé ça dégueu. Autant une fois que tu y joues vraiment, ça m'a pas dérangé. Et au contraire, je pensais vraiment que ça allait m'énerver, cet aspect Ernest Evans où toutes les parties de chaque membre est indépendante, enfin bouge de manière indépendante. Et ça m'a pas du tout gêné lors du jeu. Et j'ai pas arrêté de crever, mais j'ai trouvé ça super, l'idée de justement... tu commences, tu meurs, mais c'est normal parce que tu débloques à chaque fois des nouveaux pouvoirs qui te permettent de... Enfin, tu débloques une monnaie qui te permet d'acheter des options et ces options vont te permettre de survivre. Il y a plein de trucs cachés un peu... Enfin, il y a ce côté pièce rouge Mario... avec plein de trucs à découvrir. Enfin, j'ai trouvé ça très très malin parce que c'est vrai qu'aujourd'hui faire un run and gun, c'est assez compliqué. C'est un style de jeu qui est difficile à mettre en place avec les goûts des gens d'aujourd'hui. Et l'avoir transformé en espèce d'action RPG comme ça, où tu t'achètes des armes et des compétences pour pouvoir revenir, pour pouvoir prendre des chemins que tu pouvais pas prendre avant, j'ai trouvé ça super malin. Donc voilà, j'admets que j'étais parti sur un a priori négatif et en fait c'est un excellent jeu. Daniel, j'ai suivi tes exploits en stream. J'aime beaucoup aussi. Je t'ai soutenu jusqu'à 1h15 du matin. Et franchement, j'ai passé mes 2 niveaux là. C'est vrai. Jusqu'au bout du NDN, tout ce qu'on avait le droit de montrer. Non, franchement, moi je trouve ça très satisfaisant comme jeu. Je suis ravi que ce genre de jeu existe. La direction artistique m'ennuie pas une fois que ça roule, une fois que c'est lancé. Ça me dérange pas. Il y a un grand truc qui me dérange et j'espère que ça sera patché. Je sais ce que c'est. C'est l'interface, parce que l'interface est dégueulasse. Je sais pas s'ils l'ont patché depuis la sortie. Il faudrait que je vérifie, mais en fait, pour expliquer... C'est ça ? Ouais, c'est ça. Recommencer ? En fait, c'est qu'il y a recommencé niveau et il y a recommencé à partir du moment du drapeau. Du drapeau. En fait, il y a 2 types de drapeaux. Il y a le drapeau bleu qui est le drapeau d'entrée de zone, donc t'en as 3. Au début, au milieu, avant le boss, et t'as le drapeau rouge pour certains modes de difficulté qui, lui, t'offre un petit checkpoint intermédiaire. Seulement, quand tu meurs, l'option recommencer de base, elle est sur la zone et non pas sur la bannière rouge. C'est-à-dire que si tu te trompes, si tu vas trop vite, ou si tu t'assois sur ta console par mégarde, comme ce fut mon cas, tu repars à zéro. Tu repars à zéro. Et tu tapes des passages complètement infernaux à nouveau à refaire. Et tu te retapes tout à cause d'une connerie parce que t'as juste appuyé. T'étais juste vénère et t'as appuyé. Ah putain! Et ah merde! Et t'as tout perdu. Ça, c'était vraiment. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. C'est une épreuve pour garder ton calme. Non, mais j'ai jamais vu ça en termes d'écriture, d'interface. On en a vu des belles interfaces. Et ça, c'est tout l'opposé. Écoute, il faut aller à l'ES. Comment elle s'appelle l'école du jeu vidéo là? Isart. Ouais, l'Isart, entre autres. Non, mais ça, vraiment, ne faites pas ça chez vous. C'est criminel. Hein. C'est dégueulasse. Je vais être tout à fait honnête, je l'ai trouvé quand même un poil trop dur. Pourtant, je l'ai refait 3 fois. Hein. Tu l'as fini, hein? Ouais, oui, en chevalier. Ouais. Donc, j'ai quasiment eu toutes les orbes. Tous les orbes, il m'en manquait 2 et j'ai pas eu la. Faut les trouver en plus. Hein. Les 2 derniers, faut les trouver. Ça reste un jeu où il faut avoir la foi, hein, de toute façon. C'est du tryhard pour stream, quoi. Vraiment. J'ai hâte de voir les speedruns par contre, parce que je pense que ça va être assez impressionnant. Mais je m'entraîne. pense que c'était un peu too much. Et pourtant, ça m'a pas dérangé de le faire sur le moment. Mais à la réflexion, j'ai pas non plus passé un moment toujours extrêmement En fait, agréable. T'es content de voir qu'il est bien fait, qu'il est bien pensé et tout, mais tu te dis c'est peut-être plus pour moi. Pourtant, c'est pour nous quand même. Pour nous, mais il y avait quand même des moments très 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 injustes.
Ah, il y a des spawns sous le nez, Et des moments où tu peux rien faire. Oui, en c'est fait. un jeu hyper vicieux, oui. quand Red Hammer arrive là, et Ouais. oh là là, c'est horrible. Tu peux, horrible. tu peux quasiment rien Tu faire. peux hein. rien faire sinon trouver le passage pour l'éviter, quoi. Ouais. Enfin, c'est vraiment, c'est un jeu, c'est impitoyable. C'est impitoyable et honnêtement, je suis étonné que ça ait passé le niveau du test en fait, parce Ouais. que en général, Bah, ils maintenant, se sont dit, on va le mettre à fond comme en ça. général, les jeux, ils ont une tendance à être simplifiés avec le temps et à essayer d'être accessibles. Et encore là, il y a quand même plusieurs niveaux Bah, de t'as les difficulté. bannières, t'as les sorts, t'as plein de niveaux de difficulté aussi, ouais, effectivement. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai pas descendu trop le niveau de difficulté, mais Ah, moi, je joue en facile. Hein, je pense que ça vaut le coup. je tiens à ma santé mentale. Non, non, mais vraiment, il y a eu des moments de Ah bah, grosse, grosse colère, quoi. Ouais. Bah, je sais plus quel endroit, tu sais, il y a un endroit où quand tu tires sur un œil, ça fait popper des monstres. Tu sais, t'as plein d'œils, Ouais, ouais. plein d'yeux sur les murs, et tu tires sur l'œil, et pouf, t'as un Red Hammer qui pop, etc. Je sais pas si tu te souviens de ça. Non, j'ai pas, j'ai pas envie de. Ça rend fou. Ça m'angoisse. J'ai perdu, ouais, 100 fois, je crois, sur un même passage. Oh, putain. Donc, tu l'as mis combien déjà? J'ai mis 6 parce que je trouve que trop, c'est trop, quoi. Et tu y as passé quand même beaucoup de temps. Hein. Pas tant que ça, en vrai, Ouais. parce que le jeu est assez court, mais oui, par contre, j'ai essayé de le faire à fond, ouais. Ça représente beaucoup de morts, en tout cas, ça c'est certain. Est-ce- Un autre jeu. Un autre jeu, je fais un mea culpa. Ah, Ah, Moi aussi, c'est l'émission Confession. Et Ouais. je sais qu'à chaque fois, je te tease, Pouillot, parce que je sors un jeu qui est culte pour beaucoup de gens, qui a été sous-noté chez GK, soit par quelqu'un, soit par tes soins. Et là, je suis passé à côté d'un jeu. Et je sais. il m'était tombé des mains. Je sais, Non, il m'était tombé des mains. je jubile. Et alors, je fais pas un mea culpa parce que je trouve quand même assez moche, en fait. En vrai, je trouve qu'il Très est fluide. Je trouve qu'il est fluide, mais genre la direction artistique, ils auraient pu faire un peu mieux. Mais j'ai fini Zelda A Link Between Worlds. Et putain, quel super Zelda! C'est mortel, Le franchement. meilleur. C'était vraiment, je me suis éclaté. C'est plein d'idées. C'est vraiment, il y a des idées à tous les niveaux. C'est le remake de la Game Boy, c'est ça? Non, c'est la vraie suite. c'est c'est la vraie suite, oui, C'est pardon. Kamigami no Triforce 2 en D'accord. Japon. Et c'est vraiment la suite de Link to the Past, quoi. Et l'idée de pouvoir te coller au mur, c'est mortel. Ça ajoute plein de possibilités, en fait. L'idée de faire un jeu en vue 2D, mais avec des possibilités 3D, mais vraiment, c'est d'une telle créativité. En plus, moi qui avais un peu la lassitude des Zelda, comme tu sais, du boomerang, grappin, tout ça, là, tout est donné d'office Ouais. dès le début. T'as pas à t'en soucier. Tout est donné dès le début. T'as juste à décider dans quelle ordre tu fais les choses. Et donc, c'est vraiment un jeu de casse-tête. Et c'est ça. Et je pense que les casse-têtes 2D sont plus intéressants que les casse-têtes 3D, en fait. Non, mais quel Et, plaisir d'évoluer, c'est tellement ouais. fluide, tellement tout se fait. Il y a pas trop de T'as story. pas de latence, et comme tu disais, le fait de pouvoir louer ces objets, alors ça a ses défauts parce que finalement tu t'évolues tout le temps avec l'intégralité de Ouais. l'arsenal. Donc, mais tu Oui, peux il y a- aborder les niveaux comme bon te semble, quoi. Le défaut, entre guillemets, c'est que C'est que la location, c'est- elle est triviale, tu t'en C'est fous en c'est fait. pas comme les anciens Zelda où dans chaque donjon il y avait un item qui modifiait l'aspect du donjon. Une fois que tu es genre la toupie dans Twilight Princess et tout d'un coup ça devient autre chose. Mais justement, Bah, là, tu peux faire les niveaux dans n'importe quel Tu ordre. peux faire les niveaux dans l'ordre, il faut juste te demander quel item je dois utiliser à ce moment-là. Mais Si- comme t'as tout le temps tous les items sur toi, tu t'en fous. et en T'essayes plus, tout, ouais. et à la fin tu les achètes tous de toute manière. Moi je les avais tous achetés. Ah, mais c'est. Et c'est super, le dernier boss est super. Il y a vraiment plein d'idées. Vraiment, c'est à part l'aspect graphique où je pense qu'ils auraient dû faire ils auraient dû trouver un truc, mais un intermédiaire. Mais en fait, ils ont essayé de faire un peu de la 3D Super Famicom, quoi. C'est Je ça. pense qu'ils ont réduit au maximum les détails pour avoir une Ouais. fluidité de ouf. Et ça va à toute vitesse, à toute berzingue. Il y a plein de choses qui sont purement facultatives. Là, la course, elle est purement facultative. Voilà, c'est vraiment un très 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 bon jeu. C'est 2013 et je me demande si, vu qu'il y a des anniversaires de Zelda, si c'est pas celui-là. Est-ce qu'on avait parlé dans le du Nintendo Direct? Même pas, en fait. Je crois qu'on avait zappé le Nintendo Direct. Oui, donc- c'est vrai, c'était juste après. Donc la ressortie voilà, ce Skyward jeu-là, Sword. ce jeu-là mériterait de faire un petit tour sur Switch s'il y avait un à choisir. Je sais pas si tu préfères entre Skyward Sword et celui-là, tu préfères Mais quoi? celui-là fait partie de mon top 3 Zelda. Hein. Ah ouais, vraiment? Ah oui, non, je le trouve absolument brillant. Il est charmant. Il est vraiment charmant. J'ai adoré. Merci aux gens qui m'ont incité à le faire. Eh ben voilà. Ah, c'est beau. Ah,
A Link Between Worlds. D'autres jeux quand même. Ah bah oui, d'autres jeux. D'autres Greg, est-ce que tu as eu moi, le temps j'ai de pas jouer? Non, j'ai pas joué à grand chose de japonais ce mois-ci. Ah. On a rushé justement, comme il y avait la nouvelle saison de Fortnite qui arrivait, on a rushé la précédente avec mon fils pour être palier 100 pour avoir Baby Yoda. Enfin bon, voilà. C'est que je suis aussi dans ce principe. T'es dans le Fortnite game, Non, ça pas y est dans le Fortnite game, mais dans le principe du Season Pass game, enfin du Season game Ouais. avec NBA 2K où voilà, j'enchaîne Donc les tu te défis, les dépêches à chaque machins. fois, ouais. Le côté, je me dépêche, je veux la carte magique et tout. Moi, j'ai encore 3 jeux, mais je sais pas dans quel ordre les faire. Allez. Ah bah Il vas-y. y en a un sur lequel je vais faire vite, mais comme il n'y a pas eu de gaijinage depuis, j'ai joué à Bravely Default 2 C'est vrai. et qui vaut largement le détour. On n'en a pas parlé dans Game. Non, on en a parlé dans Game Cut l'émission. Ouais, on a fait Effectivement. l'émission. Donc Mais Bravely oui, bah c'est important d'en parler du coup dans Game Bah, Dash. si Les tu gens veux, veulent ton si avis tu sur veux, Bravely si tu veux. Default. Eh ben, écoute, En Bravely- synthèse. Écoute, je suis très satisfait par cet épisode. J'ai moins eu l'espèce de cap de Bravely Default qu'il y a souvent, c'est-à-dire vers la 20e heure, 25e heure, quand tout d'un coup les combats deviennent plus durs, ou alors qu'il faut plus customiser tes personnages. Et bah là, j'ai moins eu, et au contraire, j'ai eu plaisir à briser le jeu en fait. Parce que c'est un Bravely où on peut facilement casser. Enfin, pas facilement, mais c'est-à-dire, si on se prépare. Si t'as trouvé la bonne combinaison. Si on se prépare, tu roules sur le Je jeu. dirais même que t'as pas le choix en fait de le Ouais. casser. Oui. T'es obligé de le casser si tu veux à un moment Si tu veux péter les qu'on- boss. voilà. Sinon c'est compliqué. Les boss sont un peu trop- comme Octopath Traveler finalement. C'est un peu comme Octopath, c'est un peu comme Bravely. Comme Bravely Default, Ouais. comme les jeux de la team Asano quoi. Ouais, et honnêtement, moi je me suis bien marré. Je trouvais que c'était pas mal écrit. Alors ça a l'air assez niais comme ça, comme toujours, mais c'était pas mal écrit. Et surtout, ça allait assez vite en fait, parce que je pense qu'ils ont trouvé le juste milieu entre la vitesse d'exécution et le fait de ce truc assez passif de garder des tours de jeu. Honnêtement, je pense que si vous avez aimé Octopath, vous allez adorer celui-là. Et si vous avez été déçu par le deuxième Bravely, là c'est le vrai 2, donc c'est oublier le deuxième, et surtout il n'y a pas ce truc de ça c'est le truc qui t'avait dégoûté, le fait de reroll complètement le. Ouais. Je l'ai le pas jeu. encore fait, je sais pas si j'aurai le temps de le faire Et malheureusement. alors par mais- contre il est très dur et très 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 Ouais. long, hein. Il est Ah ouais enfin il est très dur, c'est-à-dire tu vas en chier, il y a des boss sur lesquels tu vas merder et tu vas te dire il faut que je prenne plutôt ce job là avec cet accessoire là ou cette capacité, excusez-moi ça fait un mois maintenant, tu dois mettre des capacités en fait, et les capacités sont passives, mais par contre tu as des capacités passives, si tu les comboises avec d'autres tu exploses complètement le boss, et ça demande par contre vraiment de s'appliquer et de booster tes jeux. Il y a vraiment beaucoup de level up à faire, hein. Il y a Ouais. vraiment, il faut pas avoir peur de ça. C'est vraiment un jeu, si vous aimez faire des level up à foison, voilà, c'est un jeu comme ça, mais honnêtement, je trouve ça chouette, je trouve que ça arrive au bon moment. Voilà, je suis assez content. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire sur Triangle, le jeu qu'ils Oui, vont- là c'est vrai qu'il y a eu la démo jouable de Triangle, Ouais. donc le tactique RPG avec un système de jugement. Ouais. Bon, à voir. Je suis pas allé au bout de la démo, le jeu est attrayant. Je pense qu'ils ont mal bricolé leur démo en mettant un truc au milieu de jeu, et du coup les gens. Un truc très bavard Alors, surtout. ça parle tout le temps. Bref. j'ai- L'autre jeu. Tu veux un autre jeu? Bah oui, Ah, t'en as deux autres. j'en ai 2 autres. Ça, c'est un petit miracle, mais A-Train est sorti en France. Ah, C'est vrai, mais tous A- les jeux Switch sont quasiment... A-Train est sorti en France. Et alors, fou, ça. c'est mortel. Alors, j'y ai pas suffisamment joué parce que je voudrais y passer plus de temps. Mais en gros, c'est quand même une licence assez importante. D'ailleurs, c'est une licence Hardink. Ouais. Et Hardink, c'est ceux qui développent justement Triangle Strategy, là. Enfin, C'est vrai. Triangle, j'ai oublié le nom temporaire de. Octopath Triangle. Octopath, exactement. Et donc c'est le même staff, et en gros c'est un SimCity mais orienté sur les gares. Et là en plus on est dans le Japon, mais dans le Japon de différentes époques, c'est-à-dire qu'il y a le Japon de 1980, 1970, 2000, enfin il y a vraiment des différentes époques, et plutôt sur une orientation touristique. Et si tu aimes le Japon et si tu aimes les transports ferroviaires, ce qui est mon cas, parce que Densha Dego, voilà, j'adore. C'est vraiment une très 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 bonne surprise. C'est dispo à pas cher sur l'eShop. C'est simple mais c'est très propre. Il y a toujours des petits personnages comme dans SimCity qui est sur SFC qui viennent te dire leur avis sur ce qui se passe. Et Ça demande pas de connaître vraiment Non. comment fonctionne Le je sais pas, tuto- le le tu- Japon sur le certains... tuto est limpidissime. D'accord. Et évidemment, si tu connais le Japon, si tu as une nostalgie de l'ère Showa, c'est vraiment super, hein. C'est un très 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 bon
Franchement, si vous vous intéressez au Japon, c'est un très bon jeu. Train, et alors le dernier jeu? Le dernier jeu, tu sais, Pouillot, parfois j'adore revenir sur les jeux et donner leur chance et te dire ensuite, Pouillot, Tu as eu tort. T'avais raison. T'avais raison. T'avais raison. Je préfère dans ce sens-là. T'avais raison. Et des jeux qui sont classés Q, des jeux que t'as parfois notés méchamment et tout ça. J'ai enfin joué à un très 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 grand jeu. Et enfin à 100% avec le DLC pour le finir, c'est Ashura's Wrath. Et alors, putain, Ashura's Wrath. En plus, tu vas te faire plaisir, j'y ai joué sur Xbox Series X. Ah oui. Et écoute, tu sais qu'il y a un détail qui va te faire tilter. Tu sais qui est directeur, qui est réalisateur assistant et supervisor de l'animation. Putain, je l'ai su. C'est Itano. Oui, voilà. Donc le grand animateur de Macross et de tellement d'autres dessins animés de mecha. C'est un mec qui est spécialisé dans le fait qu'il y ait plein de missiles à l'écran. Et tu peux t'imaginer le bordel que c'est. C'est vrai que j'ai jamais vu la vraie fin, moi. Parce qu'elle n'était pas disponible dans le jeu de base. Elle est disponible un an après, ce qui est nul. Hein. Ce qui est nul. En plus, comme le jeu a été un échec, il y a très peu de gens qui l'ont vu finalement. Il y a pas suffisamment de. Alors la fin, elle est très, c'est très Gurren Lagann-esque, tu vois. C'est genre ça monte toujours, c'est toujours plus grand, toujours plus fou. Et honnêtement, j'ai eu un plaisir fou. C'est un plaisir fou de Japanime shonen, quoi. C'est-à-dire, t'aimes écouter les doubleurs, si t'aimes Jojo, si t'aimes Hokuto no Ken, si t'aimes tout ça, si t'aimes le shonen un peu comme de cette époque-là, les mecs qui ont fait ce jeu, c'est à ça qu'ils pensaient, quoi. Ils ont fait un Senseiya, mais avec les divinités hindoues, mais à la sauce manga, quoi. Je regrette, je sais pas pourquoi je suis passé si longtemps à côté de ce jeu, j'ai vu que la démo à l'époque. Parce que c'est un jeu pas fini. Ouais, aussi, mais là, il rejouait aujourd'hui en version finie et tout, et c'était fabuleux. Voilà. Carrément. C'était fabuleux. T'as bien fait de lui mettre 9 Select. Ouais, écoute, moi j'en garde le souvenir d'un jeu très passif. Alors moi j'ai adoré. Et après, tu sais quoi, tous tes arguments je les entends parce que les QTE ils servent à que dalle, ils servent à se faire noter. Parce que honnêtement, l'histoire continue, hein, même si tu loupes le QTE. Ça c'est ouf, ouais. Mais tu sais, j'ai joué à Avengers il y a pas longtemps, je sais ce que c'est que des QTE pourris. C'est sûr. Mais l'important n'est pas le QTE, l'important c'est vraiment le Neketsu à ce moment-là. C'est comme lire un manga chouette, quoi. Voilà. Bon, je préfère retenir effectivement Link Between Worlds. Ça c'est le meilleur moment de cette émission qui se conclut. Je te remercie quand même. Oui, t'inquiète. C'est la fin du Gaijin Dash du mois de mars 2021. Qu'est-ce qui nous attend le mois prochain? Attends, on a commencé quand? Normalement, c'est avril 2021, les 50 Gaijin Dash. Donc ça arrive. On a commencé en 2016 ou en 2015? Me demande pas. 2015? Non, parce qu'on a déjà fait les 5 ans. Donc là, ça va être les 6 ans. Oui. Bref, on se donne courant. rendez-vous le mois prochain pour toujours plus de Gaijin Dash. Normalement, on croise les doigts, mais on devrait peut-être ça devrait tomber autour de Nier Réplicante. Donc peut-être qu'on aura l'occasion d'évoquer Nier Réplicante. Oui, si c'est choses. Delta 2 R-Type Final 2, pardon. Fin avril, je crois qu'on y aura la démo. Chaud, ouais. Mais voilà, on aura beaucoup de choses à nouveau à débriefer autour du jeu vidéo japonais. Merci à Julien Strong qui était en régie ce mois-ci pour assurer l'émission. Julien qui un vrai professionnel de l'image, vous le voyez. Et on espère que vous allez passer un excellent mois, malheureusement peut-être confiné comme nous. Mais c'est pas grave, il y a Monster Hunter, donc c'est bon. Si vous avez du réseau chez vous. La vie et moi une chaîne demande d'avis dans le forum. Venez m'aider, venez me power level. Venez carry Greg. Je suis nul à chier. Greg a besoin de se faire carry d'urgence. À prendre Greg sous votre aile, rassurez-vous. Mais tu ouvres un lobby, tu le dis, et venez dans mon lobby, les gens vont venir crouler sous les demandes d'invitation. Bref, prenez soin de vous et merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission. Ciao à tous, plein de bisous, bye bye. Sayonara et bon courage.